Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, votre émission quotidienne du LGF, le grand forum qui vous emmène et vous conduit jusqu'à 18h comme chaque jour. Ravi de vous retrouver mesdames, messieurs, avec un programme ma foi chargé, et on va pouvoir débattre aujourd'hui de manière assez tranquille, je l'espère, en tout cas avec nos débatteurs. Je tiens hier à m'excuser par avance parce que les auditeurs se sont plaints de la mauvaise discipline de Tarek Mami et de Pierre-Henri. Je suis d'accord, ça a été très dur hier, donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir les recadrer davantage. Voilà, donc merci d'être avec nous en direct pour cette émission, avec aujourd'hui autour de cette table, en commençant par ma gauche, Smaïn Tefour, journaliste. Comment ça va mon Smaïn ? Très bien, et toi Christophe ? Oui, parfait mon Smaïn. Directeur commercial Ali aussi est de la partie, et s'il est là, bonjour Ali. Il est là Ali, ouais. Voilà, bon, qu'est-ce qui se passe mon Ali ? J'ai ouvert la porte. Ah bon, bah, c'est bien ça, c'est très élégant mon cher Ali, bravo. Et puis bah dites donc ça arrive. Jimmy Dalidou est avec nous, comment ça va mon Jimmy ? Bonjour à tous, ça va ? Ravi de t'accueillir, c'est ta première ? Ouais, c'est la première, merci de m'accueillir. Bah avec grand plaisir, donc toi tu es un, comment dirais-je, comment pourrais-je qualifier ça ? Un représentant syndicaliste CGT. Tout à fait. Conducteur de train à la SNCF. Tout à fait. Auteur et voilà, analyse politique. Tout à fait. Depuis quelques années déjà. Ouais, depuis 22 ans, on va dire que j'ai 22 ans de militantisme dans les pattes. Très bien. Donc tu es un révolutionnaire, dans l'âme. Alors on essaye de l'être au mieux. Oui. Bon, on va voir. Ça après c'est des convictions. Oui, c'est ce qui me fait lever le matin, on va dire. Tu es un gauchiste ? Ah non, je suis pas trop d'accord. CGT, c'est pas toi, pardon. Ah, je crois qu'un véritable révolutionnaire n'est pas forcément gauchiste. Ah bon ? Ouais. Ah ben ça se saurait. Bon, très bien. En tout cas, bienvenue mon Jimmy. Tu vas pouvoir bien débattre avec tes collègues. Et puis, il nous fallait bien quand même un petit accent de Marseille, hein, forcément. Kauter Ben Mohamed aussi. Bonjour ma Kauter, comment ça va ? Bonjour la France et bonjour Marseille. Voilà, absolument, 93.8 la fréquence pour nous écouter. Comment va ma Kauter ? Tout va très bien, je suis désolée, j'arrive toujours sur le fil, mais j'optimise un maximum mes séjours à Paris. Donc, oui, voilà. Et tu as raison. Bon, Marseille en colère, toujours présidente ? Toujours. Ouais. D'autres projets en cours que on a commémoré d'ailleurs les bientôt. tristes anniversaires de l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne il y a quelques jours maintenant. Oui, mais tu vois, malheureusement, l'actualité qui a suivi, donc le samedi d'après, un effondrement d'un immeuble à Lille où il y a eu un mort, il y a 24 heures dans la banlieue lyonnaise. Donc, si tu veux, le drame du logement en péril, du logement insalubre n'est pas une exception marseillaise, même si elle a été spectaculaire et tragique à Marseille, parce que ça a causé 8 morts il y a 4 ans. C'est un drame national, c'est une cause nationale. Et je demande quotidiennement, et déjà j'en ai l'occasion, en particulier sur les médias, à Olivier Klein de s'en saisir, mais pas à coup de communiqués ou d'états généraux qui ne servent à rien, de s'en saisir parce qu'il s'agit de la sécurité des Français, en fait, et de leur foyer. Et d'ailleurs, pour ceux et ceux qui ont eu l'occasion d'aller voir sur Facebook, tu as mis des images d'un immeuble à Marseille qui est rempli d'eau. C'est une véritable catastrophe. Là aussi, c'est peut-être un drame qui risque d'arriver si on ne fait rien. Ce qui est très rigolo, mais c'est très sarcastique quand je dis ça, c'est que cet immeuble qui est situé dans l'arrondissement le plus pauvre d'Europe, donc dans le 3e arrondissement de Marseille, qui est physiquement à moins de 2 km de la mairie de Marseille, est frappé de 7 arrêtés de péril, donc sanitaires et structurels, signés par le maire de Marseille, du moins par son adjoint, M. Amico, signés par le préfet du Grand Marseille, puisque j'ai dit, nous avons des grandes annonces à Marseille, des milliards qui sont annoncés, un grand plan du Grand Marseille, mais nous ne voyons rien arriver. Et que donc, il y a des arrêtés de péril sur les parties communes. L'état des parties communes est dramatique et qu'ils n'ont pas, les agents de la mairie n'ont pas la présence d'esprit de taper chez les personnes pour voir l'état. Il n'y a que moi qui le fais. Je rappelle que je ne suis pas rémunérée, que je fais ce travail depuis 4 ans de manière bénévole. Et d'autant plus que c'est un immeuble qui est infesté de narcotrafiquants, tu vois, qui est extrêmement tendu. Où moi, à force d'y aller, je suis repérée non pas comme une associative que je suis, mais comme une flic en civil, en fait, tu vois, par les narcotrafiquants. Donc ça commence à craindre pour moi, tu vois, qui suis identifiée, qui suis un personnage public. Parce qu'encore une fois, les pouvoirs publics qui signent des arrêtés n'ont pas le courage d'évacuer les 300 familles et de les mettre en sécurité comme c'est prévu par la loi. Il y a des coupures d'électricité, il y a des gens qui ne peuvent plus avoir le courant chez eux tellement c'est dangereux. Qui vivent les pieds dans l'eau, l'électricité a été coupée par les pompiers, mais ces gens-là ne sont pas évacués et la préfecture et la mairie se renvoient la balle parce que personne ne veut prendre en charge, comme c'est encore une fois prévu par la loi, de mettre en sécurité ces familles quand le propriétaire est défaillant. À 2 km de la mairie de Marseille, on le rappelle. Tout à fait. Absolument. L'immeuble Gyptis.
Scandaleux. D'ailleurs, je tiens à préciser ici, parce que je viens d'avoir l'avocat, c'est pour ça que je suis en retard de 2 minutes, que je me suis constituée, parce que mon association le permet, partie civile aux côtés des familles, que je les accompagne et qu'on dépose une plainte demain matin au procureur. Vous l'avez donc en exclusivité cette information que nous avons rencontrée avec l'avocat, enfin que l'avocat a rencontrée, pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui, parce qu'aucune collectivité n'ignore l'état aujourd'hui de ces bâtiments. Il y a un véritable problème de logement et pas que dans, voilà, c'est dans les centres-villes, c'est dans les endroits assez reculés, enfin isolés, pauvres, hein, on peut le dire. Alice, c'est un véritable problème. Quand tu entends Kauter t'expliquer ce qui se passe à 2 km de la mairie de Marseille, ça pose question quand même. Ouais, ça a l'air plutôt d'être un fléau, parce qu'effectivement, une description comme ça, on n'a pas l'impression d'être dans un, je le répète, un 6e ou 7e puissance mondiale. Hein. C'est ça. Le pays quand même fait partie du G7 hein, quand même. Et voir des situations en plein centre-ville, alors on ne sait pas, est-ce que c'est voulu à vocation éventuellement pour la spéculation immobilière? On sait que dans certains cas c'est voulu, hein, pour derrière raser l'immeuble et peut-être faire du neuf. Hein, c'est exactement ça. Bah voilà, donc malheureusement parfois on utilise des méthodes pour des raisons spéculatives, pour récupérer peut-être du foncier à moindre coût, et peut-être que demain matin en fait, il y aura peut-être un beau bâtiment qui va sortir. Oui, mais en attendant, on peut peut-être avoir un drame. Absolument, oui, tout à fait. C'est C'est le ça. cas de le dire. Si c'est des immeubles menacés en ruine, donc automatiquement l'État est sommé justement d'intervenir et de faire évacuer ces personnes. Non, la mairie. Au niveau de la loi, c'est la municipalité. C'est la municipalité. Qui est en charge du péril, et l'État est en charge du péril sanitaire, parce qu'il y a 2 sortes de péril et la loi n'est pas la même pour les deux. A priori, vous êtes mieux placé que moi, donc pour. Je me suis malheureusement spécialisée depuis à force d'expertise, à force de. Et justement, ça ne veut rien dire. On peut avoir un immeuble qui physiquement n'a pas de fissure, mais dont la structure est défaillante et qui va s'effondrer. C'est ce qui s'est passé à Lille. C'était un immeuble dans un quartier bourgeois, c'était pas dans un quartier populaire. Mais on peut avoir des immeubles avec des vraies fissures, de vétusté, mais qui ne sont pas menaçants en fait de s'effondrer. Donc il y a beaucoup de sortes de périls. Sauf que, encore une fois, il y a beaucoup de travail à Marseille, mais pas qu'à Marseille. Et moi, ce qui me met dans une colère et dans une rage qui sont limite non maîtrisables parfois, c'est que sur cet immeuble dont je vous parle, il y a 7 arrêtés de péril qui ont été pris et qui sont encore en cours, pour certains. Qu'est-ce qui retarde ces opérations justement d'évacuation? Je vais être très honnête. Alors, la version de la mairie que j'ai eue au téléphone, c'est « Oui, tu comprends, il y a des trafiquants, on ne peut pas accéder au ménage. » Donc moi, ça, je ne peux pas l'entendre en tant que citoyenne, parce qu'on a ce qu'on appelle une préfecture de police, avec une préfète de police, Madame Camilleri, que je réinterpelle aujourd'hui, que j'ai interpellée sur les grandes gueules, que j'ai interpellée via l'IRG, parce que quand il y a un problème de santé publique et de sécurité publique, elle doit, elle, intervenir. Et j'interpelle même M. Darmanin, qui nous met à coup de 2000 flics chez les bobos, là-bas, pour les bassines, etc., qui n'est pas capable de mettre un camion de CRS devant un bâtiment qui menace de s'effondrer. Enfin, pas là tout de suite, pour être très honnête, mais en tout cas, où les personnes ne sont pas en sécurité. Et une des locataires, parce que quand vous êtes frappé par un arrêté de péril, donc la loi oblige, enfin, c'est comme ça, les locataires ne paient plus le loyer et la CAF ne verse plus les APL. Donc il y a des propriétaires qui sont mafieux, d'accord, qui sont vraiment des mafias. Il n'y a pas que des propriétaires défaillants ou défectueux. Et il y a un d'entre eux qui est venu chez cette dame qui était avec 2 enfants, dont la première phrase de la petite fille de 3 ans quand je suis rentrée dans cet appartement a dit « S'il te plaît, occupe-toi de moi ». Parce qu'elle vit dans le noir avec des bougies sur des bouteilles en plastique depuis 4 mois et demi. C'est pas admissible dans la 7e puissance économique, comme tu viens de le dire, mon cher Ali. Et donc, les autorités ont connaissance de cette situation, du péril structurel et sanitaire, parce qu'il y a quand ça menace de s'effondrer, et il y a quand il y a du plomb, donc il y a du saturnisme, il y a de l'humidité, donc on a des maladies. Moi, j'ai plein d'enfants et de femmes âgées qui étaient malades dans un logement insalubre et qui, lorsqu'on les a déplacés dans des hôtels, même si c'était inconfortable de vivre dans un hôtel et de se déplacer tel un nomade avec son sac, etc., sauf que les maladies respiratoires ont disparu. Sauf que les gens qui vivent dans ça tout le temps, excusez-moi, après j'en terminerai, ils croient que c'est la normalité, en fait. Ouais. Voilà. Je voudrais juste Par entendre la force des choses, oui. Jimmy, quand on entend Kauter t'expliquer, elle est, je rappelle, présidente de l'association Marseille en colère, à la suite du drame survenu rue de Bagne à Marseille, où on avait quand même 8 morts et des personnes blessées, des immeubles qui s'effondrent en plein centre-ville de Marseille, quand même, qui est la 2e ville de France. Qu'est-ce que ça te Oui, alors d'abord, la première chose, que ce soit la France ou pas la France, 7e puissance mondiale ou pas, il en va d'une certaine dignité humaine à respecter, en fait. Donc, on a le droit à être logé convenablement, décemment,
Et d'abord, en France, il y a un gros problème au niveau des logements par rapport au loyer. C'est d'abord inadmissible que lorsque vous touchez un SMIC, la moitié de votre SMIC soit instantanément captée par les factures et votre loyer. Déjà, c'est une honte nationale. Et de plus, si en plus ils se retrouvent avec des bâtiments qui s'écroulent et des bâtiments qui leur tombent sur la gueule, excuse-moi de parler comme ça, c'est inadmissible, inconcevable. Et cette fausse excuse qui consiste à dire qu'il y a des trafiquants, entre guillemets, des personnes non respectables dans le hall d'immeuble, etc. C'est la vieille excuse à deux balles de pouvoirs publics, que ce soit même au niveau local, qui sont passifs, inactifs, et qui c'est une France à deux vitesses. Là où je serais assez critique, c'est effectivement sur le fait qu'en général, dans les beaux quartiers, là où vous retrouvez la bourgeoisie monopoliste, en général, ils ne sont pas embêtés par ce genre d'événement. En général, je ne pense pas que ce soit anodin que ce soit souvent les quartiers populaires qui soient touchés. Vous savez, moi, je viens de la Cité des 3000. J'ai grandi dans la Cité des 3000, à Aulnay-sous-Bois. Voilà, et dans la Cité du Clos, Instinct. Donc, je vais vous dire... alors, effectivement, il y avait c'est moins grave que ce qui s'est passé, évidemment, mais on le voyait, hein, il y a deux Frances dans la France, en fait. Il y a la France populaire, ouvrière, la France d'en bas, et la France d'en haut. Et la France d'en haut, elle est totalement déconnectée de ce qui se passe en bas. Mais il y a des fractures, on le voit, hein, de plus en plus, d'ailleurs, entre ces deux populations. Juste peut-être un point, parce que faut éviter peut-être... il y aura toujours une France d'en haut, une France d'en bas, des Frances populaires, des Frances riches. La problématique, je pense qu'elle n'est pas là. Moi, je pense que la problématique, et peut-être Kauter, qui est peut-être plus impliqué pour nous répondre, elle est plus sur le plan juridique. Parce que si on avait un traitement juridique relativement rapide des situations, parce que la preuve, c'est que ça perdure. Si ça perdure, c'est parce qu'on sait que juridiquement, lorsqu'on va lancer des procédures, c'est chronophage, hein, ça prend du temps, 1 mois, 3 mois, 6 mois, non, c'est pas normal. Je pense que dans ce type de situation, là où les gens utilisent cette petite brèche, c'est malheureusement la fatalité sur le plan juridique où on met un temps fou. C'est pas normal, effectivement, comme tu le dis si bien. À partir du moment où il y a un logement qui peut présenter c'est pas la peine d'être architecte, hein. Si en plus on le voit, on le sent, il y a des problèmes effectivement de santé. Je pense qu'il doit y avoir une juridiction relativement rapide qui doit intervenir normalement quasiment peut-être dans la semaine, parce qu'il en va effectivement de la sécurité publique, hein. Là, on n'est pas en train on parle comme de choses graves, hein. La preuve, quand ça s'effondre, il y a des morts, il y a des vies, il y a de l'effondrement. Donc s'il y avait, je pense, peut-être une juridiction, mais véritablement rapide, or on l'a pas dans ce pays. Une vraie célérité, je pense que ça n'a rien à voir, je pense, parce qu'il y a deux choses. D'abord sur la justice, oui, effectivement, il y a une justice il y a une carence de fonctionnement de la justice, ça c'est clair. Il y a un problème de gestion aussi. Mais en même temps, j'ai envie de te dire que t'as pas vraiment besoin d'un fonctionnement. Enfin, le fonctionnement au niveau de la justice, je pense pas que ce soit véritablement... c'est dans ses prérogatives, mais au niveau local, il y a des événements urgents et il doit y avoir des rouages de fonctionnement qui devraient, en tout cas, je reste conditionnel parce que ça n'existe pas, mais qui devraient se mettre en place pour qu'il puisse y avoir des interventions immédiates. J'aimerais bien savoir, si on allait à Paris 16e, par exemple, et que des habits... Alors, vous m'excuserez de revenir sur mon orientation de classe, mais ça m'étonnerait fort que dans un quartier bourgeois, s'ils se plaignent d'une défaillance au niveau de leur logement, je ne pense pas que au niveau des pouvoirs publics locaux, on va dire ça comme ça, je pense pas que ce serait aussi long en fait. Alors c'est pas pour rien qu'ils sont cachés derrière un motif. Non, il a un peu raison. C'est-à-dire que dans certains endroits, il y a des trafiquants, on va les dégager, on va réparer tout de suite. Non. Est-ce que je peux, parce que du coup pour le coup, je crois être la plus à même, en toute humilité, de répondre. À Marseille, donc une ville de 900 000 habitants, il y avait en fait, les expertises étaient faites à l'époque par des experts judiciaires qui sont mandatés uniquement par le tribunal administratif. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a un doute sur un immeuble ou si la mairie a un doute sur un immeuble, les experts de la DPGR, donc la Direction de prévention des risques, va se déplacer, sauf que c'est un expert judiciaire mandaté par le tribunal administratif qui vient dire s'il y a péril ou pas et qui envoie ses préconisations à la préfecture et à la mairie. Et c'est la mairie qui édite l'arrêté de péril. C'est très technique, je suis désolée, mais c'est important de comprendre. Sauf que quand tu as 4 ingénieurs dans une ville de 900 000 habitants dont le bâti a été abandonné depuis... Moi, je suis dans des bidonvilles à Marseille. C'était pas la droite, c'était la gauche, c'était de fer. Et voilà, d'accord. Et aujourd'hui, c'est un quartier, excuse-moi, qui est l'un des plus riches de Marseille. C'est l'Estac, qui est intouchable. Le prix de mètre carré, il est limite pareil que Paris, tu vois. Donc, en fait, c'est des îlots qui ont été abandonnés. Et en fait, à part le 12e arrondissement et une partie du 8e,
j'ai des appartements qui ont été évacués pour péril dans toute la ville, avec une concentration, c'est vrai, dans les quartiers populaires du centre-ville, donc Noailles, donc premier, troisième arrondissement. Non, c'est pas. En fait, le bâti a été abandonné, mais aujourd'hui, quand tu fais intervenir le service péril, il n'y a pas assez d'agents en fait. Mais Kauter, pardon. Attends, excuse-moi. Et donc, au lendemain du drame de la rue d'Aubagne, ils ont nommé un procureur. Spécialisé sur les questions du logement, du péril. Sauf qu'un procureur avec un agent, un officier judiciaire, ça suffit pas avec le rythme. Pas les moyens. Exactement. Parce que ça se trouve dans les quartiers populaires. Non, pas que. Non, pas non. Si c'était du côté de la Corniche, crois-moi que ça aurait été réglé ce problème. Non, je crois pas. En fait, tu rebâtis pas une ville. Il faut être très honnête si tu veux. Marseille a été abandonnée pendant plus de 50 ans, depuis l'après-guerre. Tu peux pas rebâtir. Moi, j'en veux à tous ceux qui font de la communication sur ce drame, parce qu'encore une fois, avoir un toit, c'est la première des dignités et c'est surtout le refuge de chaque foyer. La sécurité. Quand tu n'as pas de foyer, tu n'as pas de sécurité. Tu ne peux pas aller correctement à l'école. Tu ne peux pas travailler quand tu dors dans ta voiture ou par terre. C'est compliqué et c'est une enfant des bidonvilles qui vous le dit. La première sécurité pour te projeter, pour grandir dans ce pays et pour faire partie de la communauté nationale, c'est d'avoir un logement digne. Quand tu n'as pas accès à ça, tout le reste est compliqué. Moi, la porte d'entrée, c'est le logement, mais après, il y a des tas de problématiques derrière. Et c'est un problème sociétal. Les loyers, à l'époque, c'était 20 à 30% de ton revenu. Aujourd'hui, c'est 80% de ton revenu. Il y a un problème de spéculation, d'accès au logement. Les premières personnes qui sont victimes de logements insalubres et indignes à Marseille et ailleurs, ce sont des familles monoparentales, ce sont des femmes, ce sont des dames qui sont retraitées, qui ont une petite pension de reversion, ce sont des étudiantes, parce que les femmes sont les premières cibles des bas salaires et des carrières hachées, etc. On en parlera tout à l'heure, si tu le veux bien, parce qu'on va parler d'un projet de loi qui a été proposé concernant les propriétaires, qui sont un peu lésés par rapport aux locataires. Il faut le dire, on nous expliquera clairement. Aujourd'hui, c'est très difficile, notamment des locataires qui ne payent pas leur loyer, ce qu'on appelle les locataires indélicats, pour faire simple. Dans un instant et auparavant, dans le fait du jour, c'est Zelensky qui persiste et signe. Pour lui, le missile qui a atteint la Pologne n'était pas ukrainien. Ah bon? Même les Américains le disent, mais lui non. Il veut quoi? Il joue à quoi? On va répondre à cette question dans un instant. Jeff, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec aujourd'hui Ali, directeur commercial, Kauter Ben Mohamed, présidente de l'association Marseille en colère, Jimmy Dalidou, représentant CGT, conducteur de train à la SNCF, auteur et analyste politique, Smaïn Tefour, journaliste avec nous. Alors on va revenir évidemment sur ce qui s'est passé il y a 2 jours maintenant, c'est donc 2 missiles qui auraient atteint la Pologne et très vite les médias ont évidemment dit que c'était probablement des missiles présumés russes et puis très vite on s'est aperçu que finalement la Russie n'était pas directement ou pas du tout d'ailleurs concernée par le tir de missiles et on a parlé d'un accident qui aurait été à la cause et à l'origine de l'Ukraine, donc de l'armée ukrainienne. Sauf qu'il y a un président qui signe et persiste. Encore hier soir, Zelensky dit, Smaïn, il dit non, je persiste et je signe, le missile n'était pas à nous. Absolument. Alors que tout le monde est d'accord, le président américain, le président polonais, qui est quand même directement le premier concerné, puisque c'est son pays, déclare effectivement que c'est un missile, alors oui russe, mais qui appartenait à l'Ukraine. Absolument, c'est le cas de le dire, Christophe. Donc à quoi joue Zelensky? Zelensky voudrait justement, enfin a priori, il voudrait impliquer donc l'OTAN dans sa guerre. Pourquoi? Parce que les Européens, donc, ils ont donc habitué Zelensky à une aide substantielle, que ce soit en termes militaires ou financiers. Maintenant que les Européens, d'une manière générale, se sont un peu rétractés, on va dire, il y a un petit recul, il y a même par rapport à l'armement, ils ont carrément, donc, ils sont très regardants, pour ainsi dire, ils sont très, notamment les Américains. Zelensky, a priori, ce recul, on va dire, lui a déplu, il voudrait absolument que ça aille de l'avant, c'est-à-dire qu'il doit impliquer donc les pays de l'OTAN pour en découdre avec la Russie. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il insiste et il signe. Il a parlé de preuves, il faudrait qu'il amène d'ailleurs ces preuves, et on va voir par la suite si ça va être vraiment le cas, mais à mon avis, ça va être un pari difficile pour lui. On a l'impression finalement que, comme le dit Smaïn, quelques dirigeants, j'allais pas dire commencent à le lâcher, mais en tout cas pensent à prendre un peu de recul Ali vis-à-vis de Zelensky. Tout à fait. Alors, le paradoxe de Zelensky, c'est que c'est quelqu'un qui a une tenue militaire depuis le début du conflit. Je ne sais pas si c'est un bon militaire, parce qu'il est capable tout de suite de pouvoir apporter une réponse. En tout cas, c'est un bon acteur. Oui, dans le passé. Donc la réaction, elle, effectivement, on n'a pas l'impression qu'elle est très mesurée. Ce qui est relativement bizarre, puisque vous êtes au courant, il y a quelques semaines, il y a eu un pipe qui avait explosé, le fameux Nord Stream 2. Oui. Ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu d'informations sur éventuellement des informations
question qui serait à l'origine. Est-ce qu'on avait dit que c'est les Russes? Tout le monde a dit que ce n'est pas les Russes. Hein. Et c'est bizarre, affaire dossier clos. Ouais. Et là, alors les Russes, l'intérêt pour eux d'envoyer un missile sur le territoire polonais, aucun. Et je pense, par rapport effectivement à ce que dit Esmaïn, on a l'impression, effectivement, parce qu'il y a tout ce qui se passe en coulisses, qu'effectivement, il commence à y avoir une prise de conscience. La Chine est rentrée en action. Tout le monde veut véritablement qu'on cesse les hostilités. Et Zelensky, à commencer par les Américains qui ont fait une guerre par procuration, il faut le dire. Hein. Et j'ai l'impression, effectivement, que là, Zelensky, il dit pas tout, parce que depuis le début, je pense, comme l'ont dit pas mal de chroniqueurs sur cette antenne, ou même à la télévision, hein, même si on sent que le discours est plutôt pro-Zelensky à la télévision, les grands spécialistes militaires, c'est qu'on s'achemine effectivement doucement vers, je pense, la fin de ce conflit. Par contre, l'attitude de Zelensky, moi, je la trouve sincèrement déplorable, parce que la sémantique qu'il emploie, tu vois, la sémantique, il parle d'État terroriste. Ouais. Pour quelqu'un à qui on va demander d'aller à la table des négociations, en qualifiant les Russes, voilà. La Pologne, je suis derrière vous. Un type, lui-même, il n'est pas capable de défendre son pays s'il n'y avait pas l'aide de l'OTAN et des États-Unis. Et ce qui serait intéressant de voir, c'est toute l'aide militaire, comme l'a si bien dit Ismaïn, toute l'aide militaire qu'il a reçue depuis à peu près quasiment maintenant une dizaine de mois, savoir où elle est, parce qu'à mon avis... Qu'est-ce qu'elle va devenir? On sait bien qu'effectivement, les Américains commencent à s'inquiéter, Ali. Voilà, il y a énormément de... La preuve, c'est qu'on refuse de leur fournir certains types d'armements, des missiles à longue portée, parce qu'on a peur qu'effectivement, du jour au lendemain, on ne saura pas où les retrouver. Donc ce Zelensky, je pense que sincèrement, il a montré, je pense, là, son vrai visage et les limites. Il a intervenu partout, hein, au Festival de Cannes, dans toutes les conférences du monde. Hein, incroyable. Je cherchais Charlie, à chaque fois il était à Hollywood, en Allemagne, au bout de il a reçu l'ancien mari de Madonna. Oui, Champagne, le fils d'Arthur Penn. C'est fait interviewer par Alain Delon, excusez-moi du offert son Oscar. Alain Delon, magnifique. Quel jeu d'acteur avec Alain Delon. Quel jeu d'acteur. Donc il en va quand même de la crédibilité, parce qu'au bout d'un moment, quand un président parle, on critique beaucoup notre président, Macron, Zelensky, t'imagines un peu ce genre de propos qu'il tient. Sincèrement, il fait son travail, il fait ce pourquoi il a été créé, Zelensky. Ah oui, mais c'est pas... c'est pas parce qu'il a été créé pour ça qu'on doit cautionner ça. Il a été créé pourquoi, Zelensky? En fait, ce qu'il faut, je partirais sur le cadre général, il est simple, c'est qu'actuellement on assiste, je pense les gens, alors ici on le sait, mais les gens doivent prendre conscience de la nouvelle configuration géopolitique mondiale, c'est-à-dire qu'à l'Est, il y a un bloc ce que j'appelle le bloc du Nouveau Monde, qui est en train de se développer et qui trouve pour principale force motrice l'entente sino-russe. C'est-à-dire qu'il y a une entente entre la Chine et la Russie qui s'est consolidée avec une organisation qui s'appelle l'Organisation de la coopération de Shanghai, OCS. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette force motrice sino-russe n'est pas seule. Il y a aussi l'Inde, il y a aussi l'Iran, il y a aussi l'Afghanistan, les 5 scans. L'Inde, un acteur très important. En fait, tout ce petit monde sont englobés dans un bloc qu'on appelle le bloc de l'Est, Organisation de coopération de Shanghai, et qui progresse toujours plus, et qui va continuer à progresser. Dans le même temps, à l'Ouest, il y a le bloc, ce que j'appelle le bloc impérialiste dépérissant, dans lequel différents pays impérialistes sont organisés, mais qui malheureusement sont totalement inféodés à l'impérialisme nord-américain. Malheureusement, Berlin et Washington sont un petit peu les toutous de Washington. Et donc, en fait, d'une manière générale, il y a le nouveau monde qui prend forme, c'est un monde multipolaire. Et qui, en fait, à l'Est... se dessine sous nos yeux un nouveau monde, c'est ça, Jimmy? Tout à fait. Alors, pourquoi l'Ukraine est important? Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 1991 et 2014, alors je date 2014 parce que le 2014, c'est le février 2014, c'est la date du fameux coup d'État néo-nazi Euromaïdan. Et on peut revenir là-dessus plus tard. Mais en tout cas, entre 1991 et 2014, Washington a investi plus de 5 milliards de dollars pour tenter d'installer en Ukraine un gouvernement américano-compatible. Pourquoi? Parce que, en fait... pas qu'en Ukraine, hein. Comment? Pas qu'en Ukraine. Hein. Pas qu'en Ukraine, oui, tout à fait. Mais l'Ukraine est importante parce que l'Ukraine est une zone tampon entre l'Est et l'Ouest. C'est une zone tampon, en fait. Et en fait, Washington, si elle garde le contrôle de l'Ukraine, ça lui permet d'empêcher le développement du continent eurasiatique à l'Est, en fait. Et donc, si vous voulez,
l'OTAN, c'est toujours... et donc, je reviendrai sur cet aspect plus tard. Je reviendrai sur la notion des missiles, parce qu'on est parti là-dessus. Je pense pas que les Russes soient assez... idiots pour attaquer la Pologne, en fait, membre de l'OTAN. Ouais. Parce qu'ils ont très bien compris qu'en fait, tout simplement, les Russes sont en train de bouffer les Ukrainiens. Le gouvernement russe est en train d'avancer. S'ils se sont retirés de Kherson, c'est tout simplement parce qu'ils ont appliqué la stratégie de ce qu'on appelle un pas en arrière, deux pas en avant. Ils étaient encerclés, hein. Ouais, non, mais ils sont encerclés, mais en fait... Il y avait un problème d'approvisionnement. Ouais, mais il y avait un problème d'approvisionnement. C'est pour ça que là, ils ont accéléré les bombardements et qu'ils vont un pas en arrière, deux pas en avant. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est la stratégie qui avait déjà été employée à l'époque de l'Union soviétique, faisant croire en fait qu'on courbe les Chines. Mais en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont construire un rapport de force en s'appuyant sur le contexte géopolitique et qui n'est pas forcément hostile à ce qui se passe dans le bloc au niveau à ce qui se passe par rapport au bloc de l'Est. Ça, c'est le premier point sur lequel ils vont travailler, rapport de force. Et le deuxième point sur lequel ils vont travailler, ils vont utiliser les conditions climatiques dans les semaines à venir. Donc les Russes, en se retirant de Kherson, s'apprêtent à reprendre l'offensive, mais d'une manière féroce. Donc c'est à ça qu'il faut... J'aimerais écouter Kauter, si vous voulez bien, messieurs. Kauter sur le sujet Zelensky et sur ses intentions. À quoi il joue Zelensky? Même les Américains le poussent maintenant à en terminer avec cette guerre et à commencer à négocier. Sauf que Zelensky dit... bah non, moi je négocie pas avec Poutine, je veux le retrait total de l'Ukraine, je veux des choses qui sont absolument impensables aujourd'hui. Mais qui sont impensables, mais surtout qui sont surréalistes. En fait, ce gars, concrètement, tu vois, la première semaine, quand il y a eu l'invasion, je me suis dit, putain, mais le mec, il est courageux et tout. Sauf qu'après, tu vois, avec quelques mois de retard, sans l'aide de l'Occident, tu vois, et de la France, et de l'Allemagne, et des États-Unis, etc., en fait, l'Ukraine n'existerait plus aujourd'hui. C'est ça la réalité. Donc, tu ne peux pas me faire croire à moi que ce sont les pères de famille et les artisans de l'Ukraine et les dentistes et compagnie qui ont sauvé, tu vois, l'Ukraine. Tu vois, donc à un moment donné, il a une puissance militaire aujourd'hui qui est inconnue parce qu'il y a beaucoup d'aide qui est arrivée en squid, comme on dit, tu vois, en sous-marin, etc., etc. Moi, je le trouve extrêmement dangereux. Tu vois, on a quand même un mec qui est jusqu'au boutiste en face, qui s'appelle Poutine, tu vois, qui vient du KGB, qui a, je pense, tu vois, il s'est préparé depuis 2014, tu vois, il est en autosuffisance. Il a quand même le fantasme tu vois, de reconstruire le grand empire russe, etc., etc. Donc, on a quelqu'un qui est stratège, qui est un agent secret, qui a un objectif. Et en face, on a ce que j'appelle, moi, aujourd'hui, la télé-réalité de la guerre. Moi, je suis très mal à l'aise par rapport à tout ça. Moi, je suis très mal à l'aise avec toutes ces images. Il y a la guerre partout dans le monde. Il y a la guerre en Israël. Il y a eu une invasion en Palestine. Enfin, quand je dis Israël, c'est en Palestine. Tu as l'Afghanistan Petite parenthèse, qui est ravagé. Pour Israël, le gouvernement qui va être nommé va être extrêmement violent contre les Palestiniens. Le ministère de l'Intérieur qui va être en poste va être celui qui a été marché sur l'esplanade des mosquées. Enfin, c'est vraiment un mec ultra violent. Ben Gvir. Voilà, c'est ça. Donc, ouais, c'est un Irakien. Tu as l'Irak, tu as la Libye. Enfin, la liste est longue, tu vois. Tu as le Yémen, etc., etc. Donc, ça intéresse personne, tu vois. Et là, moi, depuis 10 mois... Matin, midi, soir, la radio, la presse écrite, la télé, mon travail toutes les semaines, on ne parle que de l'Ukraine. Je suis fatiguée de l'Ukraine, je suis fatiguée de voir ces émissions et j'ai l'impression de voir un remake des premiers, tu vois, je ne sais même pas comment ça s'appelle parce que je n'ai pas de télé, je pense à la télé. Mais... C'est la télé-réalité impérialiste. Les premières Love Story, tu sais, à l'époque, quand on avait 18 ans, j'en ai 45, donc tu vois, eh ben, j'ai l'impression, c'est dramatique parce qu'il y a quand même des gens qui souffrent, tu vois, moi je ne parle pas des gens qui souffrent sur le terrain, tu vois, qui quittent leur patrie, tu vois, qui ont peur de mourir. Il y a eu quand même des morts, etc. Donc, je suis extrêmement respectueuse et solidaire de tous les peuples qui luttent, tu vois, et qui sont attaqués d'un côté comme de l'autre. Par contre, lui, la télé-réalité, tu vois, et le showbiz du business de la guerre, ça suffit. Donner de l'argent et des armements, tu vois, en off et pas en off, les deux, à un mec que je considère aujourd'hui aussi dangereux que Poutine, si ce n'est plus. Parce que Poutine, on savait, tu vois. Lui, on ne sait pas qui c'est, en fait. OK ? On ne sait pas qui c'est un acteur qui s'est retrouvé à la tête d'un pays qui est une zone tampon, certes, tu vois, mais moi, bon, je rentre pas dans... Je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit, parce que je considère que le monde, depuis la nuit des temps,
est en perpétuel. On a toujours des nouveaux mondes, en fait. Le monde évolue, les Non, mais alliances se tu font, peux se pas nier défendent. aussi le fait on subit aussi quand même les conséquences de ce qui s'est passé avec la chute de l'Union soviétique en 1980, les années 90. 89. Et que finalement, et qu'est-ce qu'on avait dit à l'époque, c'est que de toute façon, lorsque le bloc de l'Est, le bloc qui était clairement un bloc, appelons un chat, le bloc socialiste de l'Est, quand le capitalisme a gagné face, oui effectivement, le capitalisme a gagné face, il a fait chuter le bloc socialiste de l'Est, et on avait dit qu'on subirait les conséquences, parce que l'Ukraine, il faut bien se rappeler que c'était une ancienne république de l'Union soviétique, et elle s'est Créée par les bolcheviks en 1922. Et elle s'est retrouvée isolée comme les 15 autres républiques après la dislocation de l'Union soviétique, et que l'impérialisme nord-américain n'a pas cessé d'étendre l'OTAN toujours plus vers l'Est. Et évidemment, alors quand je dis ça, c'est pas pour porte de la Russie, Donc avant ces je suis pas blocs-là, poutiniste, hein, mais avant c'est une ces analyse de la blocs-là, réalité objective en fait. ah oui, mais avant ces blocs-là, c'est ce que je te disais, il y avait un autre ordre mondial, tu avais les empires coloniaux, après tu as eu l'empire capitaliste. En fait, si tu veux, le monde est en perpétuel. Donc moi, quand j'entends oui, le nouveau monde, il y a toujours des nouveaux mondes. En fait, c'est des cycles, tu vois, ça recommence. Il voulait dire un ordre international qui est en train de s'installer. Parce que là, a priori, l'Occident est en train de perdre de la vitesse par rapport justement au bloc de l'Est. Voilà, exactement. Donc Inde, Chine, Russie, même on peut parler de l'Iran, voilà. Ce qui est très problématique, alors excuse-moi, non, je voudrais revenir sur un point, moi ce que je trouve immonde, c'est la position des masses médias occidentaux qui ont pas arrêté de cesser de former l'opinion publique en victimisant les Ukrainiens. Alors évidemment, je suis pour vraiment, je pense vraiment au peuple ukrainien qui souffre, mais qui souffre comme le peuple au Yémen, qui souffre comme tous les peuples en Afrique, qui souffre comme le peuple palestinien. On se souvient encore de ces images dans lesquelles... Non mais c'est vrai, il faut le dire. On se souvient des images dans lesquelles ils ont fait rentrer des Ukrainiens dans les bus et ils ont trié les Africains et leur ont dit vous rentrez pas dans les bus et ils ont fait rentrer les Ukrainiens direction l'Europe. Ouais, et donc ça c'est couvert par les masses médias occidentaux. Ça c'est immonde. Ouais, non mais c'est pas... Moi si tu veux, je travaille à RMC, je suis désolée, je ne vais pas te laisser dire ça parce que j'ai reçu en plus des responsables ukrainiens, etc. Et je leur ai dit que cette indignation à géométrie variable, elle créait de la défiance, elle créait du complotisme. Et je remercie les GG RMC et les patrons de RMC parce que tout le monde croit qu'on a des paroles bridées, qu'on a des lignes directives. Tout ce que je dénonce ici... Pour brider Kauter, il faut y aller. Voilà, il faut y aller. Je crois que c'est une émission qui est alors, messieurs, dames, dans un instant... C'est pas vrai, on le dénonce dans des grands médias aussi. Oui, bon, pas assez. Grand forum, merci d'être avec nous aujourd'hui avec autour de cette table Ali, directeur commercial, Kauter Ben Mohamed, présidente de Marseille en colère, avec Jimmy Dalidou, représentant syndicaliste CGT, conducteur de train, analyste, auteur, analyste politique, ainsi que Smaïn Tefour, journaliste, qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, on va parler de ce qui a été proposé, et c'est peut-être le bout du tunnel pour tous ces propriétaires qui ont beaucoup de difficultés à encaisser des loyers. Voilà, donc c'est une proposition qui va dans ce sens en tout cas. Ils seront protégés. On va se garder quand même de quelques généralités, et beaucoup de locataires payent leur loyer, hein, il faut le dire, mais il y a évidemment une espèce de tendance aujourd'hui où il y a des locataires qui sont ce qu'on appelle indélicats, et on a en France une législation qui est très protectrice pour les locataires et assez peu pour les propriétaires. Est-ce qu'on est déjà d'accord sur le principe qu'effectivement cette législation n'est pas en faveur des propriétaires aujourd'hui? Kauter? Je ne peux pas être d'accord, vu ce que je fais toute la journée. Moi, je vois beaucoup plus de propriétaires indélicats, qu'on appelle dans notre jargon défaillants, que de locataires. Il faut préciser que toutes les familles dont je m'occupe, avec papier, sans papier, issus de l'immigration, pas issus de l'immigration, peu importe leur statut, sont à jour de leur loyer, et qu'elles vivent dans des taudis, tu vois, donc je ne peux pas. Par contre, il est vrai qu'il existe... Alors, il y a plusieurs cas, et je n'ai pas les chiffres, je suis désolée, j'ai oublié mon ordinateur, à Marseille. En fait, il y a la délégation interministérielle pour le logement a créé une commission, parce qu'il y a eu des suspensions d'expulsion locative, parce que les gens, quand ils ne paient pas le loyer, in fine, même si ça prend du temps, ils sont expulsés. Donc, il y a eu une suspension pendant le Covid parce que la trêve hivernale a été allongée pour mettre en sécurité les personnes dans ce contexte exceptionnel, etc., etc. Et donc, pendant cette période, a été créée une commission mobile composée de juristes, de travailleurs sociaux, parce qu'il est apparu, chez les spécialistes, et y compris au sein de notre gouvernement, qu'il y a ce qu'on appelle des nouveaux pauvres, des personnes qui vont aujourd'hui demander des aides dans les différents secours, Restos du Cœur ou peu importe, et qui n'arrivent plus à payer leur loyer parce que... Il y a une inflation on en parle aujourd'hui beaucoup parce qu'elle est spectaculaire, l'inflation. Mais aujourd'hui, beaucoup de foyers, et c'est d'ailleurs l'origine des Gilets jaunes, n'arrivent plus à vivre de leur salaire. Donc au-delà des personnes... aujourd'hui, 17 novembre 2018. Quoi donc, pardon? Le déclenchement, début des Gilets jaunes.
Ça avait commencé un peu avant. Parce Non, que... 17 novembre, 17 la première novembre. manifestation 17 d'ampleur en 17 France, novembre. 17 novembre 2018. Par Voilà. rapport à l'écotaxe. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Et donc, le Oui, fait mais d'accord, mais Kauter, mais moi je veux bien, mais les mais je vais propriétaires terminer, qui mais tu vas achètent leurs biens, comprendre. Kauter, Oui. et aujourd'hui qui se retrouvent effectivement avec des gens qui veulent plus payer leur loyer. C'est pas qu'ils veulent plus, c'est qu'ils ne peuvent plus. Bah, c'est là où j'ai pas terminé mon peuvent argumentaire. plus, Et veulent cette plus, commission oui. accompagne les personnes, en fait. Et on a vu une baisse de 56% des mauvais payeurs. C'est une délégation qui a lieu que dans certaines villes pilotes et quartiers pilotes à Paris, enfin en banlieue parisienne. Quand tu les accompagnes, parce qu'il y a des gens qui sont pas des mauvais payeurs, c'est juste qu'ils n'arrivent plus. Alors c'est pas la totalité. Oui, il y a des mauvais payeurs. Oui, ça existe. Oui, il y a des profiteurs et nous en avons partout. Nous en avons chez les locataires, nous en avons au gouvernement, nous en avons chez les flics, nous en avons partout. Des profiteurs, il y en a dans chaque secteur d'activité. Sauf que moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui, surtout dans le contexte actuel extrêmement tendu pour accéder à un logement, qui vont prendre le risque de perdre leur domicile, en fait. Alors, donc je voulais vous parler donc de ce député, Monsieur Kasbarian, qui veut s'attaquer à ce qu'il appelle un scandale de la République. Il s'agit en fait en réalité d'une espèce de violation, pour ça que je disais, d'un droit constitutionnel, qu'a le droit de propriété en 2021 par exemple. On parle de ces locataires indélicats, qualifiés ainsi. C'est des gens qui occupent un local, un appartement, une maison, qui ne payent pas leur loyer et qui se maintiennent en l'état. En 2021, le gouvernement lui-même avait adressé une circulaire au préfet leur demandant de ne pas prêter le concours de la force publique contre des locataires défaillants. Donc des locataires défaillants condamnés par la justice, par un juge donc qui rend une décision quand même au nom du peuple français. Monsieur Kasbarian, le député en question, veut mettre donc face à cette situation de créer un délit d'occupation sans droit ni titre d'un logement donc en violation d'une décision de justice. C'est un délit qui permettrait par exemple d'attaquer en justice au propriétaire, d'attaquer en justice le locataire indélicat. Et ce qui entraînerait systématiquement et de facto, j'ai envie de dire, la suspension du bail. Or, aujourd'hui, vous savez que la justice est très longue et que les décisions de justice ne sont pas respectées, que les propriétaires ne peuvent pas, et ça dure des fois pendant des années. On a vu encore récemment des propriétaires obligés de dormir dans leur voiture, etc., parce que les locataires ne voulaient pas quitter le logement en question. C'est un cas isolé. Oui, mais c'est un cas isolé, mais il y a quand même pas mal de cas, et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand quand vous êtes propriétaire d'un bien et que vous faites de la location, et que le mec, pour des raisons diverses, ne paye plus du jour au lendemain, vous avez par exemple pendant cette durée de trêve hivernale, par exemple, là vous savez que vous pouvez pas être, s'il veut, il ne paye pas jusqu'au mois de mars. Et les problèmes aussi dans cette affaire, c'est qu'au niveau justice, par exemple, si un propriétaire décide de lui-même de faire quitter l'appartement de son locataire par la force, il risque plus de prison ou d'amende que celui qui a été condamné et qui occupe un logement de manière illégale. C'est ça aussi un petit peu le drame dans cette affaire. On ne peut pas se faire justice soi-même, autrement. Oui, non, mais d'accord, mais au bout d'un moment, vous êtes propriétaire, vous payez des charges, Kauter, au bout d'un moment. Tu as un bien, tu le loues, tu payes des charges et ça rentre plus. Qu'est-ce que tu fais ? Il faut se mettre aussi dans la situation du propriétaire. Parce que c'est un travail professionnel et que les gens aujourd'hui, je le disais dans la publicité tout à l'heure à Ali et à mes autres confrères là aujourd'hui, c'est qu'en fait, au vu des salaires qui sont bas, les gens se projettent dans l'avenir et ils savent qu'ils vont avoir une retraite qui est basse. Donc beaucoup se lancent dans l'achat immobilier en se disant le locataire va payer. Mais au-delà des problèmes de non-paiement dans certains cas, un bien, ça s'entretient pour que ça ne devienne pas justement une passoire énergétique, ou que ça ne devienne pas potentiellement dangereux, que ça s'effondre, etc., etc. Sauf que les gens n'ont pas la capacité financière. En fait, si tu veux, il y a des gens qui ne sont pas professionnels du secteur de l'immobilier, qui se lancent et qui n'ont pas la capacité trésorière, en termes de trésorerie, d'entretenir le bien ou une défaillance d'un propriétaire ou d'un locataire. Moi, tu sais, j'ai eu une dette locative quand j'ai été malade. J'ai été opérée 28 fois en 6 ans, tu le sais, ça a été très compliqué pour moi. Ouais. Donc je suis passée d'un salaire à 3006 au chômage et après le RSA santé. Non, mais ça, j'entends bien. Donc si tu veux, je suis pas un cas isolé. Il y a plein de gens en fait dont je m'occupe qui ont des accidents de la vie et ils résorbent leur dette petit à petit, tu vois. Donc c'est pas des mauvais payeurs. On va en parler évidemment. Jimmy, Ali et Smaïn qui pourront donner leur avis dans un instant où il y a un peu plus de pub que dans les grandes gueules. Je suis désolé, mais c'est la pub, c'est maintenant. C'est d'être avec nous et nous parlons évidemment de ces propriétaires qui, selon la législation, sont quand même beaucoup moins protégés que les locataires. Il faudrait peut-être un peu équilibrer les choses, c'est ce que propose en tout cas ce député, notamment par exemple en cas de litige, en cas de non-paiement du loyer, que le propriétaire puisse
agir au niveau judiciaire, mais que surtout que la décision judiciaire soit respectée et que dès lors qu'une décision judiciaire est tombée, il y ait la possibilité de rendre caduque le bail et tout de suite donc de rompre le contrat. Ali, est-ce qu'il y a vraiment sur ce sujet-là, qui est un sujet important aussi, des choses à faire pour peut-être aussi un peu équilibrer les choses? Parce qu'il est vrai, il faut le rappeler, voilà, il y a une législation qui est quand même beaucoup plus favorable aux locataires qu'aux propriétaires. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe toujours en 2022? La médiatisation, les réseaux sociaux, ce type d'événements d'expulsion ont existé déjà. Hein. Mais maintenant, avec la médiatisation, on voit, on va parler en off de certaines émissions qui passent à heure de grande écoute, où les gens, là, on nous parle d'un cas, regardez la personne expulsée. Mais des situations comme ça, il y en a eu, il y en a eu, il y en a et il y en aura encore. Maintenant, la question effectivement à se poser, c'est que je pense qu'il faut tout relativiser. Quand on parle de propriétaires indélicats ou de locataires indélicats, ça représente combien en termes de nombre, sincèrement, ça? Est-ce que c'est véritablement... c'est des milliards, c'est des millions d'euros chaque année? Je ne pense pas. On est capable au niveau de chaque mairie de pouvoir gérer, faire du cas par cas. Je ne pense pas qu'aujourd'hui... Qu'est-ce que va faire la mairie là-bas, là? Pardon? Qu'est-ce que vient faire la mairie là-bas? Quand tu as, par exemple, quelqu'un qui est en situation, qui a un accident de la vie, comme Kauter a raconté son expérience professionnelle, personnelle, ou un accident de la vie, il y a une maladie, un licenciement, ou je ne sais quoi, on est capable vite au niveau des autorités locales, municipales, en disant, voilà, cette personne-là, là, un accident de la vie, qu'est-ce qu'il arrive? Et on dispose aujourd'hui d'accompagnement pour pouvoir l'accompagner pendant cette période. Mais c'est de l'accompagnement qui doit être temporaire, qui doit être pendant 6 mois, 1 an et demi. Qui n'est pas fait. Voilà, tout à fait, qui effectivement n'est pas fait. Et qu'est-ce qu'on voit? On est toujours en train de faire, en fait, la caractéristique dans notre pays, c'est qu'en fait, on adore la polémique. On a l'impression que ces sujets-là, on en parle comme un peu les magazines de les Voici et tout ça, là, les phénomènes de mode. Alors voilà, regarde, le monsieur, on lui a pris son logement, elle dort dans la rue, il est squatté, tout ça. Il faut arrêter au bout d'un moment. Ouais, mais c'est pas normal, ça, Ali, mais je sais que c'est pas normal, mais il faut être efficace. Je veux dire, il faut être efficace comment? T'as un bien qui t'appartient, tu le loues et tu te retrouves à la rue parce que tu peux pas récupérer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on dispose... Alors, c'est vrai que sur le plan juridique, l'histoire de dire qu'on peut pas... que lorsque quelqu'un occupe un appartement plus de 48 heures, c'est fini. À partir du moment où il a été vide, il peut être squatté par quelqu'un. Ce mot squat, on parle d'exemples avec dans d'autres pays. Dans d'autres pays, ça n'existe pas. Pourquoi on ne prend pas l'exemple sur l'Allemagne, sur la Suisse, ces pays-là? On prend bien leur exemple sur certains modèles économiques. On devrait peut-être aussi, sur le plan immobilier, faire la même chose. En Allemagne, vous n'allez certainement pas squatter un appartement parce qu'il a été inoccupé pendant 48 heures. C'est inconcevable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ce député a raison de s'attaquer à ce problème? Il a raison quelque part, c'est pour réparer une certaine injustice. Mais toujours est-il qu'il faut se garder de faire des généralités. Bien sûr, quand il s'agit de, par Attention exemple, aux lois du gouvernement. Non, mais je ne parle pas des lois, je parle maintenant... Qui est propriétaire autour de cette table? Personne. Qui est propriétaire? Moi moi, je suis propriétaire dans mon âme. Ouais, non, mais d'accord. C'est pas mais une bon. insulte d'être propriétaire. Non, mais Il faut j'ai l'impression en être vous écoutant que c'est propriétaire. limite une insulte d'être Non, propriétaire non, aujourd'hui. c'est pas ça. C'est pas de la culture française. Christophe, je reprends les choses. Parce que c'est pour me mettre en sécurité en faisant des bidonvilles. J'ai pas une villa, j'aimerais bien avoir une villa, c'est pas une Oui, mais tu ne loues pas ton appart. Oui, tu voilà. l'occupes. Mais si demain Voilà. je devais louer, Ouais. je prendrais des mesures pour pas me retrouver dans une situation comme celle-là. Et quelles En fait, mesures? c'est un travail de. Ça se joue à la le confiance. problème, Par c'est C'est comme contre. quand tu ouvres un commerce, tu dois avoir une trésorerie. Eh Ouais. Quand tu fais une activité, quand tu exerces une activité lucrative avec un logement, tu dois avoir de la trésorerie. C'est du business. Smaïn, pardon, vas-y. Je t'en prie, je ne sais plus où j'en étais. Pardon, excusez-moi. Au début. Voilà. On parlait des propriétaires, tu disais que Non. qu'il fallait s'attaquer, mais il fallait pas faire de Oui, généralité, tout à fait, oui. etc. Il ne faut pas en faire de généralité pour la simple raison qu'il y a des cas, comme disait Ali tout à l'heure, il faut faire du cas par cas. Il est vrai que c'est difficile, si on devait parler en termes de réalité, c'est difficile de faire du cas par cas parce que quand un propriétaire investit de l'argent, c'est à terme, il voudrait donc récupérer cet argent quand il a sa retraite. Mais il y a deux types de propriétaires. Il y a les marchands de sommeil qu'il ne faut pas oublier. Exactement. Moi, j'ai connu cette galère, pour vous dire. Moi, j'ai été à l'étranger à un moment donné, je suis revenu en France. Et quand je suis revenu en France, j'avais 2 enfants, enfin 2 petites filles. Actuellement, j'en ai 3, un garçon aussi avec. Et quand j'avais ces 2 petites filles, je ne savais pas où aller. Merci, Christophe. Je ne savais pas où aller. Donc, il fallait trouver un logement le plus tôt possible. Finalement, je suis passé par 1001 propriétaires. Et vous savez quoi? On me proposait, enfin, c'est pas on me proposait, donc on me donnait des prix de loyer
exorbitant, sachant pertinemment que j'étais en difficulté, pas financière, mais en difficulté, on va dire, sociale, parce qu'il fallait que mes enfants soient stabilisés pour aller à l'école et tout ça, et je peux vous assurer que c'est des marchands de sommeil. Donc si c'est pour défendre cette catégorie de personnes, on ne peut qu'être contre une loi donc de la vous sorte. dites de ne pas faire de généralité, vous faites la généralisation. Non, on fait pas, non, je décris tous les propriétaires ne sont pas des marchands de sommeil, comme tous les locataires ne sont pas des j'ai pas dit ça, ne fais pas dire ce que profitent. j'ai pas dit, Christophe, ne fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai parlé d'une catégorie de propriétaires. Bon, maintenant, il y a une autre catégorie de propriétaires, ceux qui investissent dans le parc immobilier, qui achètent pas mal de maisons pour les louer, par rapport à un empire ou financier, on va dire, ils veulent créer ce type, si vous voulez, de richesse. Il y a aussi les petits propriétaires qui, malheureusement, des fois, ils ont des locataires défaillants. Là, je pense qu'il faudrait revoir plutôt les critères, si tu veux, des candidats à ces logements-là. Et généralement, ces problèmes se posent dans le parc privé, jamais dans le parc social. Le parc social, généralement, on bénéficie donc d'aide sociale. Donc, il y a maintenant une nouvelle forme d'aide qui s'appelle le RLS. Kauter me le dira ce que c'est. RLS, je crois que c'est une réduction de loyer solidaire. Oui, c'est bien ça, hein. Je ne me trompe pas. Bon, ça existe ici à Paris, je ne sais pas ce qu'il en est à Marseille. Donc du coup, je ne pense pas que c'est une ville à part, Marseille. Marseille, c'est la France. Marseille, c'est la France. Non, mais le permis de louer est obligatoire à Paris, Lyon, Marseille et Lille, tu vois. Ouais. Donc c'est une espèce de contrôle technique du logement avant de le louer. Ça s'appelle le permis de louer. À Marseille, nous sommes en 2022, 4 ans après le drame de la rue d'Aubagne, il n'est toujours pas appliqué. Ouais, donc c'est une zone de non-droit aussi institutionnelle. Absolument. Aussi institutionnelle. Si je comprends bien, Marseille est une ville très très mal gérée. Non, la France est très mal gérée, ça se reflète dans la loi qui est proposée. C'est important ce que tu dis. Marseille n'est pas une ville l'essence de classe de cette loi en fait. Marseille n'est pas une ville qui est mal gérée. Marseille est une ville qui est institutionnellement abandonnée par ses élus. Les élus de Marseille, tous bords confondus, toutes institutions confondues, je leur dis droit dans les yeux, et c'est pour ça que je suis boycottée à Marseille, ne sont pas à la hauteur de cette ville, de ses habitants et du potentiel de cette ville et de l'histoire de cette ville. C'est très dommageable. Absolument. Nous pourrions être la capitale de la Méditerranée. Ouais. Merci d'être avec nous, avec Jimmy. Alors, Jimmy, les propriétaires, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, alors, on reviendra cet endroit ou pas? Alors, sur 4 choses, 4 points. D'abord, sur cette loi, on a l'impression... c'est un projet de loi. Ce qui est problématique avec ce gouvernement, comme tous les gouvernements, c'est que toutes les lois s'orientent toujours vers la répression, elles ne s'orientent pas vers la compréhension. Moi, cette loi, ce projet de loi nous parle d'un délit d'occupation. Moi, j'aurais préféré aussi qu'il nous parle aussi que de délit de spéculation. Vous voyez, le problème qui se pose, c'est qu'il ne faut pas nier cette réalité que beaucoup de locataires ne peuvent, comme l'a dit tout à l'heure la camarade, c'est pas qu'ils ne veulent pas payer. Ça c'est très gaucho, ça. Camarade. Ça c'est communiste. Ils ne peuvent pas payer. Ils ne peuvent pas payer. Et on revient. Et si on veut que les propriétaires, qui sont effectivement certains propriétaires, ils sont dans une situation compliquée, il faut revenir à la base. Mais augmentons les salaires. Augmentons les salaires. Si vous augmentez les salaires, vous donnez la possibilité à la majorité des Français de payer convenablement leur loyer. Et s'ils payent convenablement leur loyer, derrière, certains propriétaires seront contents, en fait. Donc, augmenter les salaires. Et je reviendrai sur le 4e point, qui est que cette loi, encore une fois, va créer un clivage entre le propriétaire et les locataires. Pourtant, certains propriétaires sont aussi propriétaires locataires. Je prends un exemple concret. Moi, j'ai un copain, il est propriétaire. Ouais. Il loue un petit appartement, un petit studio de 500 €. Il le loue à quelqu'un. Lui, il le fait louer à quelqu'un. Il a un locataire. Lui-même, il vit dans un autre appartement qui, il paye lui-même un loyer. Donc, il paye un loyer de 500 €. Il a un locataire qui lui donne son loyer, qui lui donne un loyer de 500 €. Bon, il est propriétaire locataire. Vous voyez ? Donc, à un moment, il faut cesser le clivage entre les propriétaires et les locataires. Il faut agir sur 2 niveaux. Il faut donner la possibilité aux propriétaires locataires, aux petits propriétaires, de pouvoir s'en sortir parce qu'effectivement, ils ont pris des risques juridiques, ils ont travaillé, ils ont bûché, ils sont propriétaires. Mais dans le même temps, il faut augmenter les salaires pour que les Français, qui dans la majorité sont en galère, puissent payer leur loyer. Et ensuite, il faut agir sur les gros propriétaires. Parce que je vais vous dire, les gros propriétaires qui sont
propriétaires des grands parcs de logements et qui louent, par exemple, comme vous allez dans la cité des 3000, là où Aulnay-sous-Bois, quand vous touchez un SMIC à 1300 € et que vous avez 800 balles de loyer à payer, c'est le tiers du loyer. C'est inadmissible. Il faut agir sur les gros propriétaires et les pousser il faut que les loyers soient abordables. Juste une question là par rapport effectivement à ta remarque, parce que le problème c'est tu parles d'augmentation de salaire, c'est tout à fait légitime, et tu parles de gros propriétaires. En économie, il y a quelque chose qui est très simple, c'est l'offre et la demande. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la peine, parce que là, si tu vas attaquer les propriétaires... j'ai pas dit que j'attaquais les propriétaires. Non, les propriétaires, les grands propriétaires. Il fallait une cohérence de fonctionnement par rapport au fait que la plupart des Français en galère, les Français sont en galère, ils payent pas l'eau. La question à se poser, c'est effectivement... Et là, je vais dans ton sens. Effectivement, en termes de valeur relative, le pourcentage du loyer, c'est vrai que nos parents, quand ils sont arrivés en France, pour la plupart dans les années 60, moi, mes parents ont toujours été à jour de le loyer. Pourtant, mon père est ouvrier. Donc, il payait toujours le loyer. 20% de ton Par contre, on s'aperçoit qu'en valeur relative, le loyer peut-être représenter une part beaucoup moins importante qu'elle représente aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Parce que là, sinon, on ne s'attaque pas au problème en disant oui, on faut baisser. On ne peut pas faire ça. Il y a un problème d'offre et de demande. Il y a aujourd'hui, c'est le cas, une offre qui est très limitée par rapport à la demande. Donc il y a une demande de logement, très importante. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, regarde, il y a des gens, il y a peut-être la possibilité de faire peut-être 500, 1 million de logements. Je suis persuadé qu'ils trouveraient preneurs. La question à se poser, c'est tu vas les faire où? Dans quelle ville? Les agrandir? Il y a peut-être des gens aujourd'hui qui sont prêts à quitter l'Île-de-France pour aller habiter à la périphérie de certaines villes, Rouen ou je ne sais quoi, et habiter peut-être là où il y aura peut-être une offre. L'offre est beaucoup moins importante que la demande. Donc qu'est-ce qui se passe? La spéculation, elle va continuer malheureusement. Je suis d'accord avec toi. Mais attends, parce qu'il y a deux choses. Parce que tu dis que la spéculation va continuer. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'accepter. D'abord, c'est la première chose. Spéculer, ça ne veut pas dire accepter. Non, mais la spéculation, et la deuxième chose, tu comprends bien que tu as dit ton copain. Non, mais écoute, mets-toi à la place du Français qui se lève le matin à 6h. Le mec, il se lève à 5h du mat. D'accord? Il rentre le soir, il est crevé. Le mec, on a purgé sa force de travail toute la journée. Et toi, tu lui parles d'offre et de demande. Les gars, ils touchent 1300 balles. Ils te payent 900 balles de loyer. Je veux dire, franchement, il ne veut pas t'entendre. Non, mais est-ce que. Lui, ce qu'il veut, c'est un loyer. Un loyer qui ne prend pas plus de la moitié de son salaire. Pourquoi est-ce que tu as. Et c'est pourquoi une véritable honte dans ce pays. Non, mais pourquoi avances-tu alors que les richesses n'ont jamais été. Ce pays n'a jamais été. Cet argument-là. Est-ce que j'ai demandé au monsieur qui se lève à 5 pourquoi aller toujours dans les extrêmes, 5h du matin? Bien sûr, je ne parle pas de ça. Je suis en train de te dire. C'est une analyse concrète de la réalité. Est-ce que j'ai demandé à l'ouvrier de faire une analyse? Je suis en train de te dire quelle est la situation qui explique aujourd'hui le parc immobilier. Effectivement, on a une croissance des loyers. Ne me dis pas oui, monsieur, ceux qui travaillent. Je suis en train de te dire qu'aujourd'hui, la personne qui est ouvrier, qui va nettoyer la RATP à 5h du matin, lui, il a envie d'avoir un logement décent. Je suis en train de te dire, si aujourd'hui les prix sont élevés, c'est parce qu'à côté, il y a une demande qui est forte et à côté, l'offre, elle est limitée. Donc la question qu'il faut se poser, il faut taper du poing sur la table pour que l'offre, elle soit en adéquation avec la demande. Je vais te répondre tout de suite. Tu sais c'est quoi? Je vais te répondre tout de suite. Tu sais c'est quoi la réponse? La réponse c'est nationalisation. Tu nationalises les gros propriétaires. Alors pas les petits propriétaires locataires. Tu nationalises et tu récupères toute la valeur qui est générée. Tu redistribues cette valeur. Tu verras que tu vas pouvoir intervenir au niveau des loyers. Ce que tu appelles les gros propriétaires, ce sont des bailleurs sociaux pour la plupart. Et les bailleurs sociaux, 9 cas sur 10, des bailleurs sociaux sont rattachés à une collectivité. Donc c'est déjà quelque part, c'est pas nationalisé, mais ils sont rattachés à une collectivité, donc à l'État. Ça, c'est la première chose. Oui. L'énorme problème que nous avons dans notre pays aujourd'hui, et je pense qu'il n'est pas exclusif malheureusement dans notre pays, c'est la spéculation. Tout à l'heure, tu disais, on a le droit de se contrôler un patrimoine. Moi, je considère qu'il y a 3 secteurs où la spéculation financière devrait être interdite parce qu'il s'agit de la dignité humaine. Le 1, c'est le logement, c'est la nourriture et l'accès à l'énergie. Ces 3 secteurs d'activité qui sont en constante, si tu veux, qui sont pas... qui sont en constante augmentation, mais de manière exponentielle. Aujourd'hui, quand je vois le mètre carré à Paris, à Marseille, j'ai envie de me tirer les cheveux et de tirer les cheveux des propriétaires. Parce que le problème, oui, il y a un problème de salaire de manière globale, mais le problème, c'est qu'il faut aussi baisser... Non, mais excuse-moi, il faut aussi, au lieu de parler toujours d'augmentation, on peut aussi peut-être baisser et faire une loi. Moi, j'appelle le ministre régulièrement et je vais demander un entretien à ce sujet pour un encadrement des loyers de manière urgente. Il n'est absolument... Aujourd'hui, on ne peut pas augmenter... Il y a les grands patrons. C'est toujours pareil, tu vois. Les grands bailleurs, les grands patrons. On ne peut pas imposer
à Louis Vuitton, tu vois, à Carrefour, la même pour moi taxation que la TPE ou que le petit artisan, tu vois. Ils ne peuvent pas augmenter pareil. Je vais te faire essayer. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est vrai qu'on écoute Marie, si vous le voulez bien, on va un peu plus. Ali, on va écouter Marie quand même. Priorité aux auditeurs qui vous supportent. Bonjour Marie. Désolé Marie. Bonjour. Alors, bonjour Monsieur Dap. Bonjour Marie, on vous écoute. Alors, moi, je téléphone du Vaucluse. Vous êtes où dans le Vaucluse? Moi, je suis une vieille dame. Oui, vous êtes où dans le Vaucluse, Marie? Ah, j'habite à Avignon. Avignon. Ouais. Le joli pont d'Avignon. La ville Ouais. des papes. Le palais des Vous êtes papes. ma voisine. Vous êtes la voisine de Cauter, hein, qui est à Marseille. Ah oui. Ah oui, oui. Ah oui, on n'est pas loin. Voilà. Ah oui. Alors, on vous écoute, Marie. Alors, moi, je suis locataire dans un HLM. Et bon, ben, je vois autour de moi, il y a beaucoup de gens malhonnêtes. Parce que ils ont beaucoup des aides. Et ils ne veulent pas payer le loyer parce qu'ils se laissent aller, on va dépenser, on va manger, on va faire ça. Moi, locataire depuis 1956, eh bien, écoutez, j'ai jamais fait perdre un sou à un propriétaire ou à l'EDF ou à n'importe quel. On a toujours fait de payer d'abord les charges et après le reste, eh bien, c'est pour les enfants qui manquent de rien. On n'a pas eu des aides, on a travaillé tous les deux. Et quand je vois les gens, combien ils sont malhonnêtes, franchement, c'est une honte. Et pourquoi, en France, on a ce problème-là de tout, hein, pas que de loyer, dans tout, que ce soit l'EDF, que ce soit l'eau, que ce soit tout. Alors, je ne sais pas si c'est la justice, si ça vient de la hausse, j'en sais rien. En tout cas, chez nous, en France, c'est trop. Franchement, être propriétaire, c'est très, très difficile. Merci Marie. Voilà, ça c'est les gens du peuple, messieurs, dames. Écoutez Marie un peu. Je vais juste essayer de répondre à Cauter. Regarde, sur la partie Non mais spéculation. Marie a parlé. Elle a parfaitement raison. Ah, elle a raison. C'est ce que je disais. Regarde, nos parents, ils sont arrivés dans les années 60. Ils ont toujours été à jour de leur loyer. Ils ont toujours payé leur loyer parce que pour eux, c'était un honneur et une fierté tous les mois. Une baguette ne coûtait pas 10 francs. Tout à fait, tu vois. à fait. Donc, c'est ça. En fait, elle a dit quelque chose d'important, Marie. Elle a dit, on paye d'abord notre loyer et on a tous eu cette éducation, nos grands-parents, nos parents et nous-mêmes, enfin, tu vois. Ouais. Sauf accident grave de la vie. Ouais. Mais aujourd'hui, en fait, quand tu fais le reste, la dernière fois au GG, j'ai fait la démonstration. J'ai pris 1000 balles en liquide sur le plateau. J'ai dit, voilà, tu mets 700 balles dans ton loyer. En fait, il te reste rien à la fin du mois. Je vais essayer de Il répondre. n'y a plus de reste aujourd'hui. Je vais essayer juste de te répondre sur la partie spéculation, parce que je ne suis pas spécialement pour la spéculation, loin de là. Mais je te parle parce que là, tu es dans un modèle économique. Quand tu achètes un bien, Jimmy a dit à un ami à lui acheter un bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce bien vaut 100 000 euros, peu importe. Il a fait un crédit bancaire avec un taux d'intérêt. Ce monsieur ne va pas rembourser 100 000 euros. Il va rembourser 100 000 euros plus les intérêts. Ouais. Donc ça veut dire que de façon déjà ipso facto, si tu veux, déjà le bien, il doit déjà le vendre minimum au montant du crédit auquel il l'a acheté. Donc il y a une spéculation déjà. Là, déjà le bien, le prix du bien. Mais ensuite, la personne, qu'est-ce qu'on lui dit? On dit voilà, vous achetez le bien aujourd'hui et dans 5-10 ans, si vous voulez le vendre, vous inquiétez pas, vous pourrez le vendre avec une petite plus-value qui va vous permettre de payer le restant du crédit. Et ensuite, vous pourrez éventuellement acquérir un F2, quelque chose peut-être de plus important. Vous aurez un apport peut-être plus conséquent lié à la plus-value que vous allez faire. C'est un business model. Je ne suis pas en train de dire que la spéculation a toujours existé. Maintenant, comment l'encadrer dans une économie comme l'économie dans le pays dans lequel on est? C'est très délicat, malheureusement. C'est très délicat. C'est délicat, mais c'est nécessaire. Alors, on accueille Houssen qui est Tu avec sais, nous au téléphone. être un politicien, c'est pas faire de la figuration et aller sur les plateaux de Cyril Hanouna ou de BFM TV. C'est oui. prendre des mesures de protection, en particulier des plus vulnérables. On accueille Houssen qui est avec nous. Bonjour Houssen. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, je travaille avec le bailleur. Je suis technicien ascenseur. Oui. Et à chaque... Il y a des quartiers spécifiques où je croise beaucoup d'appartements qui sont scellés. Et dans ces immeubles-là... Dans les appartements quoi? J'ai pas compris Houssen. Les appartements qui sont scellés. Ah, scellés, d'accord. On dégage les gens qui ne payent pas. Oui. Et sachant que dans ce pays-là,
déjà, il y a beaucoup d'aides, l'APL, tout, on met les gens dans les conditions pour pouvoir régler leur loyer. Et moi, je pense que c'est une question de bonne foi ou de mauvaise foi. Parce que les conditions sont réunies de telle sorte que... Hussein, pardon, mais c'est un peu de faire de la généralisation de presse unique, là, ce que tu nous fais, là. Pardon, mais... Non, excuse-moi, mais tu dis, ouais, aujourd'hui, en France, il y a beaucoup d'aides, ok, il y a les appels, etc. Mais il y a des gens, comme on l'a expliqué tout à l'heure sur ce plateau, qui se retrouvent effectivement à avoir un travail. Et attendez, ne croyez pas, vous qui êtes peut-être un peu dans le confort ou dans un certain confort, que demain, la précarité, ça peut ne pas vous toucher, hein, ça peut arriver à tout le monde. Là-bas, on peut basculer très vite. Quelqu'un qui a le RSA, qui ne travaille pas, il touche l'aide au logement. Tout est calculé par rapport à tes revenus. Oui. Et tu ne vas pas aller habiter un logement dont tu sais pertinemment que tu ne peux pas payer le loyer. Prends ce qu'il y a en fait, excuse-moi jeune homme, enfin voilà. Moi je suis désolée, toute la journée on me dit Monsieur, madame Kauter. Monsieur, c'était pas une insulte jeune homme, c'était un compliment. Vous savez, monsieur, moi je viens du sud et tout le monde est jeune homme, même Jacques Maillot qui a 81 ans aujourd'hui qu'on a eu ce matin, c'est jeune homme, c'est une marque d'affection et pas une agression. Pour te dire. Donc, ceci étant dit, monsieur, quand on est à la rue, en fait, on prend ce qu'il y a, que ce soit insalubre, cher. Encore une fois, la première des protections et la première des dignités, c'est d'avoir un toit sur la tête avec ses enfants. Donc les gens, ils prennent ce qu'il y a. Moi, j'ai pas eu honte, moi j'ai gagné très très bien ma vie. Voilà, j'ai accédé à la propriété, j'ai eu un accident de la vie, malheureusement, ça m'a mis dans une situation délicate. J'en suis sortie aujourd'hui, alhamdoulilah, mais après quelques années très très compliquées. Mais moi, il y avait des mots où je disais, qu'est-ce que je fais? Alhamdoulilah, tu peux pas le dire sur les RMC par exemple. Je le dis, je dis sadaka, alhamdoulilah, je suis une femme libre, moi, mon grand. Je suis très très libre. Donc, ceci étant dit, il y a quand même des foyers en France où les parents, oui, il y a des profiteurs, je le dis encore, mais il y en a de partout. Excusez-moi, quand on voit le nombre de secrétaires d'État que nous avons, de ministres, quand on voit que nous avons le gouvernement qui nous coûte le plus de fric de la Ve République dans la période la plus compliquée, où on a un taux d'inflation extraordinaire, où on nous demande de baisser le chauffage d'1 degré, de mettre des cols roulés, on nous prend pour des cons. Donc du fric, excuse-moi, du fric, il y en a. Moi je dis pas qu'il faut aller faire taxer plus les patrons, il faut le distribuer, le redistribuer différemment. On fait sauter les jets privés aussi, tiens, tu fais sauter les jets privés et tu baisses les loyers, tu vois, c'est... Non, mais voilà, exactement, il faut baisser le prix des loyers. Aujourd'hui, ça atteint des niveaux. Moi, je suis désolée. Aujourd'hui, quand tu fais de la spéculation immobilière et que tu te lances dans un secteur d'activité professionnelle que tu ne maîtrises pas, je suis désolée. Aujourd'hui, il n'est pas concevable que des foyers français qui travaillent ou qui ne travaillent pas aient, en termes de charges mensuelles, 80% de ce qui rentre, que ce soit une aide, que ce soit le chômage, que ce soit ton salaire, que ce soit une pension alimentaire, il n'est pas normal que 70 à 80% de ce que tu perçois tous les mois va dans ton loyer. On ne peut pas vivre dignement. C'est pas possible, c'est pas vrai. Mais bien sûr que c'est vrai, monsieur. Mais les aides, il faut arrêter de fantasmer. Moi, je les ai eues. Monsieur, quand j'étais au RSA, moi, je faisais un choix. Soit je payais mon crédit, qui est de 600 balles par mois, soit je nourrissais mon fils. Donc, un mois, je nourrissais mon fils, et un mois, excusez-moi. Et puis, le logement social, on n'est pas tous dans des logements sociaux, premièrement. Et le logement social est devenu inaccessible aujourd'hui. Monsieur vous a dit que il y a des cités où c'est 800 balles. Ouais. De loyer, excusez-moi. Il y a 3 catégories de logement social. Comment? Ça dépend de vos revenus. Non, monsieur. En fait, alors moi je vais vous dire, c'est mon métier, excusez-moi, c'est devenu mon métier. Il y a 3 catégories de logement social. Il y a le logement très social, qui a été construit à l'après-guerre, qui est dans un état minable parce que pas tous les bailleurs sociaux n'entretiennent leurs biens, d'accord? Ouais. C'est des taudis aujourd'hui aussi. Après, bidonville. Non. Tu as ce qu'on appelle le logement intermédiaire, et en fait, c'est accessible à des cadres, en fait, parce qu'aujourd'hui, moi où j'habite à la Joliette, dans le centre-ville de Marseille, il y a des constructions qui sont neuves. Le quartier est en totale rénovation. Et oui, il raccroche. Il raccroche, c'est pas très courageux non plus. C'est pas très courageux quand on met des arguments. Donc moi, je vais terminer mon propos, parce que peut-être qu'ils nous écoutent et que d'autres nous écoutent. C'est que la réalité, ma voisine qui habite dans un T3 à 650 €, si elle va dans la rue d'en face, elle traverse la rue, ben, le T3 il fait 1 200 €. Excuse-moi, tu doubles. Donc comment tu fais pour payer? Ton salaire il double pas lui, hein. Tu es dans le même quartier, tes enfants ils vont dans la même école et tu as autant de rats qui viennent grappiller tes pieds tous les matins. Ah, des rats, il y en a partout, même à Paris. Plein de rats à Paris. Dans un instant, Mohamed, avant que nous passions à la battle. Il y a plus de rats au gouvernement. Oui. Oh, ça va, Jimmy, arrête. Non, pas ça, quand même. Nous on a 2 millions de rats pour 900 000 habitants, c'est merveilleux. Dans un instant, la battle. Rodéo urbain, faut-il autoriser la police à aller au contact? C'est une proposition des députés de le Rassemblement National. Est-ce que c'est
Entendable ou pas, on y reviendra dans un instant, ne bougez pas. Restez avec nous sur France Maghreb 2 dans le LGF avec toute cette fine équipe. Sur France Maghreb 2, et c'est un sujet qui passionne évidemment. On parle des propriétaires, des locataires, de la législation en cours qui n'est pas forcément favorable aux propriétaires aujourd'hui. Pour en terminer, je voudrais juste qu'on écoute Mohamed, si vous le voulez bien. Kauter, Ali, Jimmy et Smaïn. Mohamed de Sevran, bonjour Mohamed. Bonjour à tous, à tous les invités. Déjà, je voulais saluer Kauter, on se connaît pas, mais pour son engagement et son, voilà, chaque fois je l'écoute sur ton antenne et voilà, je voulais la saluer et dire, voilà, bonne continuation. Ça, c'était un petit Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Et pour revenir, tout à l'heure, il y a quelqu'un d'un groupe d'invités qui disait que les gens achètent, il y a peut-être une plus-value. Ça, c'est vrai, c'est l'économie, c'est comme ça. Mais je me trompe peut-être, mais les gens modestes, la grande majorité, achètent à vie, voilà. Quand ils achètent, c'est pas dans le projet de revente, etc. C'est pas sauf s'il y a évolution dans la famille, ils rachètent pour agrandir, des choses comme ça. Mais souvent, on achète un bien, on le garde précieusement, c'est pas pour faire une plus-value dans le temps. Ça, c'est plus des gens un petit peu, voilà, c'est leur business, quoi. Ils ont un petit peu de fric, un appart, 2 apparts, on revend, on achète, etc. Ça, c'était une petite différence à faire, une nuance à faire entre les proprios. Il y a des proprios, oui, qui achètent pour loger des gens et se faire un billet dessus, plus ou moins honnêtement. Et il y en a d'autres, des gens modestes, qui achètent pour vivre dedans. Ça, c'est pour faire la nuance des deux, je pense, en proprio. Et pour revenir un petit peu à la dame qui a appelé d'Avignon, effectivement, avant, c'était un devoir. On mangeait pas à la maison, mais on payait son loyer. Il était hors de question que le voisin sache que j'ai pas d'argent. Le loyer, c'était une priorité. C'est ça qui passait avant tout reste. Maintenant, ça a changé. Bon, faut se l'avouer. On va acheter un écran plasma, le dernier iPhone. Enfin, plasma, c'est plus plasma maintenant, c'est LED ou autre. Et on va passer en second, voire en troisième. Le loyer, on verra quand le loyer arrive. On va gérer quand... c'est un fait. C'est comme ça. Et voilà, c'était juste voilà. Merci Mohamed, voilà pour clôturer sur ce sujet. Voilà, effectivement, c'est vrai que beaucoup de gens achètent une maison, un appartement, c'est pour mettre sa famille à l'abri, pour être confortable, parfois plus grand, parfois aussi certains font le choix aussi de quitter des quartiers dits populaires pour aller dans des zones un peu plus reculées. Chacun a son choix finalement sur ce sujet-là. Place à la battle maintenant. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Je suis contre la peine de mort. Oui, il y a une fracture sociale forte. Travailler plus pour gagner plus. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Parce que c'est notre projet! Qu'est-ce qui fait mal aux oreilles, monsieur Macron, alors dans la battle aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de cette proposition de député du Rassemblement national. Faut-il autoriser les policiers à aller au contact, autoriser les forces de l'ordre à aller au contact, autrement dit, comme l'a expliqué Laurent Jacobelli du RN, leur permettre aux forces de l'ordre, après 2 avertissements obligatoires, de percuter les 2 roues en plein rodéo ou quand ils tentent de fuir, comme ça c'est déjà en Grande-Bretagne la seule méthode qui marche selon ces députés RN, qui le rappellent au passage, en 2021, l'année dernière, les forces de l'ordre ont dû intervenir près de 26 900 fois sur des rodéos urbains. Il s'agirait aussi de toucher des fautifs au portefeuille. Les frais d'enlèvement du véhicule seraient à leur charge. S'ils vivent dans un logement social, ils en seraient expulsés pour envoyer un signal fort face au sentiment d'impunité. Le texte prévoit aussi de multiplier par 3 les amendes de 15 000 à 45 000 euros. La durée d'emprisonnement aussi passerait de 1 à 3 ans. Ces propositions, le Rassemblement national les met sur la table via des amendements au projet de loi de programmation et d'orientation du ministère de l'Intérieur et d'avertir pour savoir s'ils voteront ou non le texte de Gérald Darmanin. Le RN se décidera en fonction du sort réservé à ces amendements. Alors, sur cette proposition, faut-il autoriser la police à aller au contact à l'occasion des rodéos urbains que tout le monde a connu au moins une fois, surtout ceux qui habitent dans des quartiers populaires. C'est vrai que voilà, j'ai eu à en connaître aussi, et c'est parfois très, très emmerdant, il faut le dire. Est-ce que pour autant il faut autoriser la police, la police à aller au contact, Jimmy? Oui, alors, 2 choses. La première, c'est que, bon, évidemment, je suis absolument pas d'accord avec la proposition du RN. Parce qu'elle vient du RN ou... Alors, je m'explique. Le problème qui se pose... Alors, c'est bien plus complexe que ça parce que c'est vrai qu'il faut agir sur ce problème qui est un problème social. Moi, je m'en souviens, quand j'étais dans
Moi, j'ai grandi dans la cité du Clos Saint-Lazare-Astin et dans la cité des 3000 Aulnay. Et je m'en souviens, les rodéos, on les a connus aussi. Et je m'en souviens de certains habitants, des frérots qui m'expliquaient, des mères de famille, par exemple, qui me disaient que... Enfin, moi, ça va, l'appartement a été positionné d'une certaine manière qui fait que j'entendais rien, en fait. Par contre, je sais que des mères de famille ou péter un câble, en fait, tout simplement à cause de ces rodéos. Et certains enfants, les enfants peuvent plus dormir, les gens peuvent plus se reposer. C'est vrai, il faut dire les choses comme elles sont. C'est les rodéos sauvages, ça emmerde tout le monde, en fait. Et les problèmes qui se posent, je m'en souviens que quand certains habitants essayaient d'intervenir, et parfois très gentiment, hein, en intervenant, en disant aux jeunes, putain les gars, arrêtez un peu, j'ai bossé, on bosse toute la semaine, je me repose, mes enfants ils se reposent. Et c'est vrai que les jeunes, souvent, ils pètent un câble, ils s'énervent très vite, et ça se finit mal. Et ça, franchement, c'est pas un comportement acceptable. Je pense qu'il y a une certaine règle de conduite à avoir. Il y a il faut, quand on vit, malheureusement, on vit dans des cités, malheureusement, c'est comme ça. C'est pas demain que ces cités vont disparaître. Et on vit ensemble, on était beaucoup à vivre dans la cité des 3000, et on vit collectivement, et à un moment, il faut régler il faut apprendre à vivre en collectivité. Oui. Maintenant, c'est dommage. Maintenant, sur le plan politique, c'est dommage que ce soit des problèmes sociaux qui sont... On voit bien le problème qu'il y a en France, en fait. Et le problème que le fait que le peuple travaillait en France, la population française, finalement, elle est politiquement orpheline. Parce que certains problèmes sociaux qui doivent être résorbés sont effectivement, ces problèmes sociaux sont récupérés par le RN, malheureusement. Oui, mais tu réponds pas à ma question. Mais non, percuter, ça veut dire quoi, percuter des jeunes? Ça veut dire qu'une méthode qui est ça veut dire leur rentrer dedans. Après 2 avertissements, on percute effectivement. Pour l'immobiliser. Pour moi, ça, c'est une proposition criminelle. On ne percute pas des jeunes en moto, c'est une proposition criminelle. Donc on les laisse faire ce qu'ils ont à faire, quoi. Non, il faut agir au niveau de la pédagogie. Il faut être pédagogue. Comment? Il faut aller voir ces gars-là, il faut leur faire comprendre parce qu'ils sont pas totalement... Ils vont dire oui, 2 minutes après, ils recommencent. Ouais, non, mais parce que peut-être qu'il faut leur faire comprendre qu'il faut qu'ils arrêtent. Après, s'ils veulent pas comprendre, il faut leur faire comprendre d'une autre manière, mais les percuter en moto. Dans la proposition de loi, c'est de renforcer les amendes de 15 000 à 45 000 euros, de 1 an à 3 ans de prison. C'est ça qu'il faut faire, des sanctions d'exemple, c'est ça? Écoutez, je pense pas. Je pense que déjà la moto sur laquelle ils sont, il faudrait peut-être lui subtiliser, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, lui rentrer dedans, c'est une proposition qui, ma foi, pas acceptable. D'accord. Et qui démontre bien que ces députés du RN ne savent rien. En fait, leurs propositions, souvent des propositions violentes, physiquement violentes, moralement violentes, politiquement violentes. Et c'est certainement pas la meilleure des approches qu'on devrait avoir. Smaïn, est-ce qu'il faut autoriser la police à aller au contact après 2 avertissements, hein, on rappelle, c'est d'usage. C'est une sommation dans ce cas. Oui, voilà, c'est ça. Très bien. Non, je ne pense pas que ça soit la bonne solution pour la simple raison que c'est très très violent et ça risque de générer des morts. Il faut quand même le rappeler. Sachant pertinemment qu'entre la police et les jeunes de la cité, on va dire qu'ils ne font pas bon ménage. Hein. Donc il y a c'est le cas de le dire, Ali. Hein. Donc j'ai un peu vécu en banlieue. Je peux te dire que des fois, ce n'est pas du tout facile. C'est très tendu entre ces 2 catégories on va dire, de corps constitués, si on peut l'appeler ainsi. Gamins, hein. Pardon ? Ce sont souvent des gamins. Hein. C'est des gamins, en effet. C'est des gamins, c'est des adolescents. C'est pas des mecs je de suis 35 d'accord ans, avec je suis d'accord avec Jimmy, il faudrait faire de la pédagogie, il faudrait sensibiliser ces jeunes. Il est vrai que ça génère... C'est un peu utopiste, hein, pardon les gars, mais faire de la pédagogie avec des mineurs qui n'en ont rien à foutre de ce qu'on leur dit et qui continuent avec leur moto d'emmerder le monde. Non, il faudrait... Déjà, quand on saisit une moto, par exemple, elle est systématiquement détruite. Je ne sais pas si vous le savez. Ah, c'est bien ça. Systématiquement détruite. Donc c'est déjà, on va dire, un peu... c'est carrément donc une bonne solution par rapport justement au comportement de ces jeunes. Donc contre le contact, hein, c'est ça? Ah, je suis contre le contact, ça c'est clair. Très bien. Kauter? Bien entendu. Bien entendu quoi? Je suis contre tout contact, enfin c'est déjà assez violent, c'est des minots en fait, tu vois, donc ils ont besoin d'une paire de gifles en fait, concrètement. Voilà, et qui leur donne la paire de gifles? Les parents, l'éducateur, ce qui tu veux. Ils peuvent être poursuivis, tu sais, pour une gifle, maintenant tu peux être poursuivi. Ouais, ben ça va, écoute-moi, moi si je mets un taquet à quelqu'un, à mon fils, et que quelqu'un veut me dire, je lui en mets 2 à lui déjà, même si c'est un juge, de quoi tu me parles. Donc il faut savoir en fait, soit tu mets 2 taquets à ton fils et il marche sur le droit chemin, soit tu laisses faire ce qu'il veut, demain il met devant ton sac et tu te plains pas. Donc je veux dire, moi il faut arrêter avec ces pédagogies d'éducation positive et compagnie. Il y a des minots, ils ont besoin
besoin d'encadrement. Et des fois, l'encadrement, tu sais, c'est beaucoup de familles, encore une fois, monoparentales, où le père est complètement absent. C'est pas des stéréotypes que je dis, c'est une réalité. Il y a beaucoup de foyers qui sont livrés à eux-mêmes avec plus d'autorité parentale, plus de modèles masculins, etc. etc. Je le vois, c'est mon ex-métier. Je rappelle ici à tout le monde qu'au départ, je suis éducatrice spécialisée. Donc, je suis désolée. Tu vas lui rentrer dedans, pourquoi faire? Pour le tuer, pour encore avoir la haine, pour que lui te rentre dedans demain, tout ça, etc. D'abord, quand tu as 14 ans, qu'est-ce que tu fais avec une moto comme ça qui coûte je sais pas combien de milliers d'euros, etc. Ouais. Donc, tu sais, il y a des caméras partout aujourd'hui. Donc, si tu veux retrouver le minot et lui tirer les oreilles et lui imposer des travaux d'intérêt général ou généraux, je ne sais pas comment on dit, excusez-moi, du TGI, c'est facile, d'accord? Moi, je n'ai sauvé des enfants quand j'étais éducatrice P que quand je les ai sortis de la cité et que je les ai forcés à travailler et à réparer leurs erreurs. 55% des gens sont favorables à autoriser la police à aller au contact sur notre sondage Twitter, le Grand Forum FM2. Exaspérés parce que moi, j'habitais dans une cité, je vais la citer, Herbel, d'accord? Il y avait une montagne derrière, putain, tous les week-ends, on était en dépression nerveuse, les motocross, tout ça, etc. Ça dure toute la matinée. Alors, comme on l'a dit, oui, effectivement, mais en même temps, on peut pas nier cette réalité que beaucoup de ces jeunes qui montent sur une moto ont un véritable... je pense que c'est un problème existentiel. Souvent, les jeunes qui montent sur la moto, c'est parce que... je vais utiliser un terme qui a été utilisé par certains gars avec qui j'ai discuté au 3000. Ils me disaient que faire de la moto et être... quand ils voyaient tous leurs frérots qui les regardaient en train de faire du rodéo en moto, en train de faire des roues, etc. C'est une façon, si c'est leur seul mode d'exister. Alors je le cautionne pas, évidemment. Il y a des endroits pour ça, c'est même pas ça. Non, mais alors je cautionne pas, mais ce que je dis, c'est qu'à un moment, il faut comprendre pourquoi le gars qui a 16 ans, il a besoin de monter sur une moto, se mettre en danger et qui serait sa seule façon de s'exprimer et c'est ça. Non, mais ouais, ça c'est un véritable problème en fait. Et là, on en revient à cette notion de pédagogie. Il faut que ces jeunes ils trouvent leur. On peut pas non plus uniquement passer par la répression. Je suis d'accord avec Kauter. C'est ça que je veux dire. On est toujours dans la répression. Quand tu fais de la répression, c'est de la répression éducative. Et je suis désolée. Même si c'est inacceptable. Moi aussi, je viens des cités, je viens d'endroits qui sont pires des cités. Quand ton père il sortait ou ton grand-père avec sa canne, tu vois, et qui te mettait un coup, tu recommençais pas. Bah tu l'as dit tout à l'heure, le monde change. Oui, le monde change. Donc c'est pas vrai, c'est pas existentiel. Il y a besoin. Moi, je suis désolée. J'ai des frères, j'ai des cousins, j'ai des oncles, il n'y a personne qui a eu ce comportement. Mais tu sais bien que les mœurs s'échangent. Les mœurs s'échangent, le monde échange, tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Mes frères, je suis l'aîné de ma famille, ils sont petits. Ça devient intolérable dans certaines cités. Oui, c'est intolérable, mais il faut comprendre. C'est intolérable, je l'ai dit moi-même, mais il faut comprendre pourquoi ce jeune se met en danger. Mais ce que tu dis, c'est le gars sur la moto. Oui, mais c'est un stéréotype. Il y a besoin d'encadrement et de modèle. Ça va dépendre de la voiture de la police. Comment ça? Si c'est un Hummer, il peut foncer parce qu'il lui arrivera pas grand-chose. Ouais. Donc il faut être un minimum un peu sérieux. Ce type qui est réputé Rassemblement National, voilà, c'est un homme politique. Ouais. Donc visiblement, il y a quelqu'un qui commet un délit puisqu'il fait du rodéo. Il veut créer en fait un autre délit. Puisque demain matin, le policier, quand il va percuter, parce que le verbe est percuter, hein, en général, quand tu percutes, à moins qu'il fasse du catch, à moins qu'il fasse du catch, je ne sais pas comment il fait, dans tous les cas, il va y avoir quelque chose. Il va y avoir des blessés, il va y avoir quelque chose. Il va y avoir des morts. C'est une technique qui est employée en Grande-Bretagne. Comme disait avant Jimmy, on ne peut pas comparer, tu vois, on ne peut pas comparer entre les pays, les cultures. Quand ça vous arrange, tout à l'heure, tu disais prendre l'exemple de l'Allemagne et de compagnie pour d'autres sujets. Mais quand ça vous arrange pas, on prend pas exemple. Ah, je termine. Je termine. Donc moi, je suis pour tolérance. Alors qu'on le tolérance. Moi, je suis pour tolérance zéro. Ça veut dire tolérance zéro. Il y a effectivement aujourd'hui des caméras qui sont là. Voilà. À partir du moment où on estime qu'effectivement dans cette zone-là, il y a des gens qui traversent, qui perturbent l'environnement. Voilà. Et après. Mineur ou pas mineur, c'est tolérance zéro avec les parents. Alors on fait de l'éducation, tout ça. Après tous ces mots-là, on est en train de se rendre compte de quelque chose de très important. Ça fait 40 ans qu'on fait le même blabla, toujours la même chose. Alors d'un côté, vous avez les victimes et les responsables. Ah oui, alors Kauter, oui, les familles monoparentales, les familles esselées. Alors l'autre à côté, oui, mais ils font du bruit. Au bout d'un moment, je pense que ces problèmes-là,
on peut les résoudre quand même. On peut les résoudre. On peut les résoudre. Il faut qu'il y ait une vraie volonté de les résoudre. Merci. J'ai pas l'impression. Tu as dit le mot. Voilà. Une vraie volonté. J'ai pas l'impression qu'il y ait une volonté parce qu'à chaque fois, chacun arrive avec son camp à lui. Alors celui qui est social, oui, mais regarde, lui, il est tout seul, il a pas sa mère et son père. Hein. Oui, tout à fait. Il doit y avoir tout le monde autour de la table. Est-ce que sincèrement la question à se poser? Non, il ne faut pas trouver des excuses aux gens. Tout à fait. Ismaël, je pose une question très simple. On est autour de la table. Est-ce que c'est normal qu'un enfant, comme l'a dit Jimmy avant, qu'en termes de loisirs, son loisir à lui, c'est de créer de la nuisance et de se mettre en danger. D'être en danger. Et de se mettre en danger. D'être en danger lui, de mettre en danger les personnes autour. Est-ce que sincèrement, c'est quelque chose qu'on peut concevoir? Ali, j'aimerais qu'on écoute Ali qui nous appelle au standard 01 40 33 9000. Bonjour Ali, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, moi, je rejoins votre invité sur la proposition. Donc, c'est une proposition criminelle carrément, parce que quand on va au contact, on sait pas ce qui va se passer derrière. Il y a eu déjà des accidents, il y a eu des morts ou des handicapés qui n'ont pas pu se relever derrière. Et donc, proportionnellement à l'infraction, aller au contact, les résultats sont beaucoup plus graves que ce que ça fait, la nuisance que ça peut faire. Mais par contre, je dis, au lieu de réprimer, pourquoi pas on s'occupe pas de ces jeunes, pourquoi pas on ne retrouve pas, on crée pas des lieux de loisirs, même carrément comment on appelle ça, un terrain de cross par exemple, un terrain pour faire le rodéo à côté. Ça existe aux États-Unis. Ça existe aux États-Unis. Non, mais j'entends par là, il y a des espaces dédiés. Oui, mais en France aussi, dans le sud, il y a des circuits. Les sanctions et les amendes, oui, ça, à la limite, qu'on augmente parce que ça fait pas peur. Peut-être ça va faire réagir les parents, ça va faire réagir les plus grands pour dire attention, si tu fais ça, tu vas avoir une amende de 45 000 € au lieu de 12 ou 15. Mais les parents, ils cautionnent pas. Les parents, ils ont peur pour leurs enfants. Les parents, ces enfants dont on parle, malheureusement, c'est pour ça que je dis qu'il faut mettre tout le monde. Moi, quand j'étais éduque, les parents sont exploités, ils ont tout le temps. Je laissais pas le choix aux gens, en fait. Il y avait les éducateurs de la PJJ, les éducateurs de l'ADAP, les parents, l'école, tout le monde était autour de la table. Tous ceux qui avaient une responsabilité directe ou indirecte dans l'éducation de l'enfant ou dans les endroits qu'ils fréquentaient. Et c'est ensemble qu'on trouvait des solutions. Merci Ali, merci Kauter, merci Jimmy et tous ceux autour de cette table évidemment. Dans un instant, Mam, la belle histoire des génériques, le quiz et pour terminer la belle... Merci d'être avec nous aujourd'hui et parmi tous ces débats très sérieux évidemment que nous avons depuis tout à l'heure, nous allons laisser place maintenant à un petit souvenir avec Mam qui nous raconte chaque jour l'histoire d'une série, d'une série, oui, ou d'une émission. Et aujourd'hui, c'est Hip Hop, Mam. La belle histoire générique. HIP, HOP, Hip Hop 1984. Pour toute une génération, cette émission fait office de pionnier et ouvra la voie à une myriade d'artistes et à un mouvement culturel majeur qui nous anime encore aujourd'hui. Retour en arrière en 1984 sur TF1 pour conter l'histoire d'une émission de 15 minutes, seulement 15 minutes, diffusée le dimanche après-midi entre la poire et le fromage. La genèse de cette émission est en soi une belle histoire à elle toute seule. Retour 2 ans plus tôt. Nous sommes il y a 40 ans, en 1982, et Marie-France Brière, directrice d'une radio qui s'appelle Radio 7, la station de radio pour les jeunes du groupe Radio France. Parmi les nombreux animateurs qui débutent à ce moment-là, il y avait Clémentine Sélarié ou Yves Géniès ou encore Christophe de Chavannes. Et un animateur sort du lot, un jeune animateur de 27 ans qui fait ses preuves en créant la première émission de radio consacrée au monde du hip-hop. Son nom, le rappeur Dipper Snapper. C'est un succès monstre. Son animateur est Sidney Dutheil, qui par ailleurs est disque jockey au Hall, natif d'Argenteuil. En 1983, Marie-France Brière est appelée par Hervé Bourges, nouveau président de TF1, pour diriger l'unité variété et divertissement et lui demande d'apporter des programmes novateurs sur la chaîne. Naturellement, elle propose à Sidney de lancer une émission 100% mouvement hip-hop. L'émission n'a pas les faveurs de la chaîne et Marie-France Brière met sa démission sur la balance si le programme ne voit pas le jour. La chaîne cède et donnera naissance à la première émission mondiale consacrée au hip-hop, la musique, le DJing, le breakdance et le graphe. Son nom est un savant jeu de mots. Hip-hop décliné lettre par lettre, HIP, HOP. On ship la vibe, on chope le virus du chant et de la danse.
Première émission le dimanche 14 janvier 1984 sur TF1 à 14h20, juste avant une série plus que mythique, Starsky et Hutch. Et au début de chaque émission, on entendait ceci. Ça va partir. Hop, c'est là. On y va. On entendait ceci, effectivement. HIP, HOP, HIP, HOP. Produit par Laurence Switou, avec comme conseillère artistique Sophie Bramley et réalisé par Gabriel Cotto, l'émission reçoit la crème de la crème du hip-hop de l'époque. Afrika Bambaataa, Curtis Blow, Herbie Hancock, The Bricks, Sugar Hill Gang et même Madonna, vous vous rendez compte, qui a fait ses débuts d'ailleurs en France grâce à cette émission en chantant la chanson Holidays en 84. Le graffeur new-yorkais Futura 2000 y apparaîtra, ou encore le groupe de breakdance, les PCB, les Paris City Breakers. Certaines gloires du mouvement y feront d'ailleurs leur première télé, telle Joey Star ou même Stomy Bugsy, accueillant Afrika Bambaataa dans une voiture décapotable. Écoutez d'ailleurs Sydney, vous saluez d'ailleurs. L'émission se poursuit jusqu'en juin et devient un phénomène. Hip-Hop est programmé à la rentrée 84 le mercredi après-midi, mais baisse en audience, ne bénéficiant plus de la locomotive de Starsky et Hutch. Et après 43 semaines de diffusion, on n'entend plus ça. Excuse me. Excuse me. Écoutez, ça va venir maintenant. Là. Bonjour les frères et sœurs, quelle joie et quel bonheur de se retrouver tous les dimanches, enfin, sur TF1. Notre invité d'honneur aujourd'hui, Herbie Hancock avec le Grandmaster DST. Well. Mais avant tout, la leçon, ce que l'on vient de faire, la chaîne électrique. Après donc 43 semaines de diffusion, l'émission s'arrête, mais reste, donc c'était le 19 décembre 1984, mais reste même presque 40 ans après, l'émission de référence dans l'histoire du hip-hop en France et dans le monde. Hip-hop, qui la connaît, qui a regardé Kauter, Smaïn? J'étais trop petite, excusez-moi. Non, moi j'ai connu. Ouais. Ben moi aussi j'étais trop petit, hein. J'avais que 3 ans, vous vous rendez compte? J'avais que 3 ans. Non, je sais pas connu. Par contre, je me souviens du tout-puissant HIP, NTM. HOP, bien sûr. Ah oui, Du très puissant NTM. Ah oui, effectivement. On s'en souvient. Hein, effectivement. Moi, hip-hop, ça a pas marqué. Moi, en fait, il faisait du rodéo, mais on faisait du rodéo dehors, mais avec des joggings et des baskets. Ah ouais. C'était un très beau rodéo. Ouais, absolument. Dans un instant, le quiz. Et Mam, tu restes pas très loin puisque tu nous as supporté, tu vas écouter. Je vais continuer à écrire, mais Ismaël va reprendre sa place. Et tu vas nous livrer la conclusion de cette émission aujourd'hui au travers des débats que vous avez eus avec Kauter, Jimmy, Smaïn et Ali. Grand forum sur France Maghreb 2. On arrive dans la dernière partie de cette émission aujourd'hui depuis 16h. Dans un instant, pour ceux qui ont loupé l'émission, bien séance de rattrapage avec notre ami Mam qui a écouté pour vous et qui va nous faire le résumé de cette émission avec son verbe à lui. Avec Smaïn Tefour, journaliste qui est avec nous, Kauter Ben Mohamed, présidente de l'association Marseille en colère, Jimmy Dalidou, qui est militant aussi, mais représentant syndicat CGT, conducteur de train, auteur et analyste politique, ainsi que Ali, directeur commercial. Place au quiz, les amis. Le quiz. Avec mes petites questions liées à l'actualité. Attention. C'est quand la prochaine grève à la CGT? Non. C'est quand? C'est le 1er décembre. Bah nous on a fait un préavis de grève jusqu'au mois de janvier. On continue, ouais, donc après, 2024. 1er janvier 2024. Après, si on veut partir comme ça, si on peut partir demain, pardon. Alors attention, grève, là, c'est vrai? on parle de sujets très importants de viol, puisqu'il y a eu hier un acteur qui a été placé en garde à vue, présenté à un juge d'instruction. Il était un ancien conseiller au ministère de l'Intérieur. De quel ministre, cet acteur?
Alors c'était sous Chirac. C'est un acteur, effectivement, qui a été arrêté, un acteur porno. Qui a été arrêté et placé en garde à vue hier. Connaître celui-là. Il était conseiller de quel ministre au ministère de l'Intérieur? C'est une femme qui était ministre de l'Intérieur. De qui s'agit-il? C'était Michel Alliot-Marie. Absolument, bonne réponse. Absolument. Mais après, l'acteur porno, je suis désolé, j'ai pas de je vois pas qui c'est aussi. Oui, non, mais voilà, donc sachez qu'il a été conseiller et s'est retrouvé acteur porno, comme quoi la reconversion peut être possible. Deux syndicats, tiens, ça parle à Jimmy, ça, du personnel de quelle compagnie aérienne a déposé, écoutez bien, un préavis de grève pour la période, devinez quoi, du 22 décembre au 2 janvier prochain. Voilà, Air France, ça, merci c'est des les gars. Super intelligentes, elles sont super efficaces. On va répondre favorablement à toutes leurs demandes. Évidemment. Quel animateur remplacera Nikos Elegas qui est blessé à la présentation des Energy Music Awards qui auront lieu ce vendredi? TF1 a choisi qui? Cannes, et il s'est blessé, effectivement, j'ai oublié le nom, mais... Pardon Camille Combal, bonne réponse, c'est un petit peu l'étoile montante de TF1 en ce moment. J'adore. Quelle chanteuse américaine recueille le plus de nominations pour la prochaine cérémonie des Grammy Awards qui aura lieu au mois de février à Los Angeles, le 5 février prochain? Elle est nommée dans 9 catégories, s'il vous plaît. Britney Spears? Non, c'est qu'elle jouait dans le film, là... Ah non, Lady Gaga. Non, ce n'est pas Lady Gaga. Ah, alors c'est Beyoncé. Beyoncé, bonne réponse. Et enfin, qui a annoncé sa candidature à la Maison Blanche dans la nuit de mardi à mercredi? Trump. Donald Trump qui ne lâche rien, visiblement, pour Donald Trump. Voilà pour ce qui est du quiz. Bravo à vous tous et particulièrement à Kauter qui a été performante aujourd'hui, comme d'habitude. Place maintenant à Mam qui nous a rejoint. Maintenant, je m'assois. Oui, assieds-toi. Mon moment préféré de l'émission. Pour une fois. On va voir. On va voir. Attends, peut-être que t'as pas épargné. C'est toujours pertinent. C'est très. Ça a été difficile là aujourd'hui parce que vous n'avez pas parlé du sujet très évident, très facile. Alors, la belle histoire du jour, Mam qui va nous faire le résumé de cette émission de ce jeudi 17 novembre. C'est parti. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Je parle du parti de l'extrême. Les influenceurs. S'il y a bien une maladie durablement installée dans nos sociétés décadentes, c'est bien celle-là. Prescrit par la sécurité sociale des réseaux sociaux, le médicament incurable des incultes reste les influenceurs. Nous en parlerons tout à l'heure. Accueillons notre conducteur de train. Syndicaliste, éditorialiste, communiste, opportuniste. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme. Et pour le capitalisme, c'est vrai que je suis opportuniste. Non, il n'est pas opportuniste. Non. Il a pris une opportunité que de venir sur France Maghreb 2, avoir sa liberté de parole, et c'est très bien. Mais légaliste, Jimmy, ce n'est pas une légende, il est là. Ensuite, le reste, on les connaît. La Marianne de Marseille, Kauter Ben Mohamed, dit la belle grande gueule qui assiste au GG en fight avec Mehdi Guézard qui se couche par terre face aux arguments de Kauter, Mehdi ayant besoin en Bruno d'une pommade pommard. Wow, joli, magnifique. Ali, notre baba, et ses 40 calepins pour faire style je bosse. Voilà, influenceur en col roulé, va. Kauter nous a rappelé qu'avant les influenceurs, il y avait le trafic d'influence avec des mafias installées chez les propriétaires à Marseille, le mutisme et l'inaction de la mairie de Marseille. On peut constater que le printemps marseillais tarde à venir, la population colère en criant, le maire passif en bâillant, en Benoît empaillé, pour facture impayée du sang des innocents voulant vivre dignement. Après... Je la veux, cette histoire. Tu la veux? Oui. Je vais même te la donner si tu veux. Merci. Après le drame de Lille, Marseille est encore plus en colère. Et en cela, je suis d'accord. C'est une influenceuse dans le bon sens, dédiée à la cause des plus faibles. Pensez aux personnes disparues de la rue d'Aubagne et les responsables seront un jour condamnés au bagne. Place aux influenceurs internationaux, à commencer par Volodymyr Zelensky, président fantasque d'une Ukraine exsangue. Comédien de formation, Zelensky, qui a joué les influenceurs de base médiocres en s'illustrant au César ou à Cannes,
et même mannequin avec son épouse pour Paris Match sous les bombes. Maintenant, Zelensky joue à Poker Face ou Poker Menteur en niant l'appartenance à l'Ukraine d'une bombe. En effet, il a lancé le concept du combattant sans combattre en kaki militaire d'apparat. Il est temps de cesser cette farce. Joe l'endormi des EHPAD unis d'Amérique le dit, Macron et Colonna, cessez le feu. Poutine, le russe, n'a pas dit son dernier mot. Il prépare sa riposte et influe discrètement sous le darknet de la politique internationale pour frapper un coup fatal à son ennemi pour réduire Zelensky à son rôle de comédien d'opérette, ce qui renforcera l'influenceur géopolitique Poutine comme acteur majeur de l'ordre mondial. Kauter parlait à juste titre de télé-réalité de la guerre. La télé se place perfidement dans une troisième guerre mondiale implicite. L'influence est toujours par l'image, toujours fait par l'image, arme de destruction massive de certains cerveaux disponibles, comme dirait l'autre. Au final, seul le peuple souffre. Sans transition aucune, quand les propriétaires galèrent avec les locataires indélicats, multitude de cas nous arrivent aux oreilles qui scandalisent en permanence. La loi va s'en occuper, même si des brebis galeuses, il y en a partout. Des propriétaires indélicats, il y en a aussi qui louent et sous-louent des taudis infâmes, des profiteurs, spéculateurs que M. Kasbarian veut attaquer à bras le corps en cassant la baraque législative. Vous vous rendez compte ? Là où les autorités devraient intervenir, c'est un influenceur qui sauve la peau des pauvres dames ou des pauvres gens qui payent des poubelles locatives ou donnent la parole à une malheureuse propriétaire dont le locataire est mauvais payeur. Cet influenceur s'appelle Cyril Hanouna. Un homme n'étant pas satisfait d'être animateur, producteur, politique, critique judiciaire et de faits divers, devient, au travers de son émission, procureur général avec ce leitmotiv. Moi ou le chaos.